Bon, on s'est dit peut-être qu'il faut aller plus loin et peut-être qu'il faut aller sur quelque chose de plus concret. Donc c'est pour ça que Dominique, quand on a discuté ça, a dit bah, si on faisait les 50 idées citoyennes, des choses un peu plus concrètes. Alors on a démarré ça en juin de l'année dernière, hein, avant les vacances, on a dit travailler, devoir de vacances, les 50 idées citoyennes. Et on a abouti en mars à un document qui c'était les 87 idées citoyennes, parce qu'il y en avait 87. Et on a envoyé ça à tous les candidats aux élections et on n'a qu'une réponse. Alors c'est vrai que nous, c'est une campagne et c'est des élections municipales, donc c'est pas tout à fait. Nous, on a notre interlocuteur, c'est le Pays de Lorient, les 3 intercos. Hein, mais en tant que ville de Lorient, évidemment, vous aurez un point important dans Lorient. C'est pour ça aussi qu'on a initié ce débat-là. Voilà. Et puis on est parti en confinement, puisque c'était au mois de mars. Bon, voilà, on est parti en confinement. Et pendant le confinement, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, le confinement m'a un peu énervé sur moi, donc je dis, il faut faire quelque chose. J'ai fait de l'économie circulaire, c'est-à-dire que j'ai pris les palettes et puis je regarde l'heure, hein, pour qu'on soit à 6 heures. Et puis j'ai fait des mobiliers de jardin. Donc voilà. Et puis on a écrit avec Dominique, et donc on a fait un recto verso qui est le Pays de Lorient. Donc voilà, ambition. Voilà. On a repris quelques actions, notamment des actions un peu transversales qui sont la santé et puis la culture, et puis des actions qui correspondent peut-être à l'économie, qui est l'agriculture et l'alimentation, l'habitat durable, et puis aussi les mobilités pour se déplacer. Voilà un petit peu pour expliquer le contexte. Donc, il est 56, donc on attend encore 4 minutes. Je sais pas, on attend. Non, mais c'est le rendez-vous formel sur Facebook. C'est le rendez-vous formel sur Facebook. On attend 18 heures. Non, C'est en train de tourner, là, je pense. Oui. Je suis déjà. D'accord, ça veut dire que je vais répéter encore. Vous êtes gonflé, quand même. Bon, on attend quand même 18 heures parce que si les gens. Voilà. Donc, et après, alors, on prend la parole, on s'invite. Je vais être le distributeur de la parole. Je vais lancer les sujets dont on a parlé Jean Verger. On va commencer sur la citoyenneté, l'économie, avec la santé en fil rouge, en fil conducteur. Mais bien sûr, en fait, ce qui fait qu'on vit aujourd'hui, il faut se nourrir, il faut se loger. Et puis il faut être mobile, aller travailler. Tout en vivant sainement. Tout en vivant sainement, exactement. En tout cas, nous, c'est un sujet. Alors, Je redémarre, donc du coup. Oui, je redémarre. On a dit 6 heures. Ah oui, non, mais. Voilà. Donc d'abord, je me présente, donc je suis Jean Verger, président du Conseil de développement du Pays de Lorient. Donc je vous remercie, 4 candidats, d'être venus ce soir pour débattre sur les sujets qui nous intéressent au niveau du Conseil de développement. Je rappelle que le Conseil de développement donne un avis sur les politiques publiques locales à partir c'est l'avis citoyen et société civile. Donc sur le Pays de Lorient, c'est les 3 intercommunautés, Quimper-les-Communautés, Lorient-Aglo et communauté de communes de la baie de Butte-Océan. Donc voilà, on a depuis très longtemps, depuis le début d'ailleurs, on est saisi, on fait des rapports, et puis on a eu un virage qui est l'année dernière, lors du mouvement des Gilets jaunes, on a considéré qu'il fallait peut-être faire différemment. Donc on s'est impliqué dans les réunions d'initiatives locales, on en a fait 10 sur le territoire, répartis sur le territoire, pour essayer de ressentir de remonter ce que ressentaient les gens. Et donc on en a fait 10, on a produit un document qu'on a envoyé à la préfecture, sous-préfecture, qu'on a envoyé aux élus, à Lorient-Aglo, aux 3 intercos, à la région. Alors, voilà, on n'a pas eu de réponse particulière par rapport à ça. Et puis, on s'est dit peut-être que
il faut aller être plus précis. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur, c'était le devoir de vacances de juillet 2019, c'est de dire essayer de produire 50 idées citoyennes à nos membres. Et on est arrivé, on a continué, et on a abouti en mars 2020 à 87 idées citoyennes. Donc ça veut dire que les gens ont été prolifiques, qu'on a envoyé à tous les candidats du Pays de l'Orient, des communes du Pays de l'Orient. C'est 46 communes quand même. C'est 1500 km², c'est presque 300 000 habitants. C'est quand même pas rien. Hein. Ça représente un volume très important. On n'a eu qu'une réponse. Donc voilà, est arrivé le confinement. Donc on s'est dit, il faut peut-être continuer, relancer tout ça. Et puis on s'est dit, peut-être qu'il faut être plus concis. Hein, faire un recto verso, parce que les gens savent bien, avec un recto verso, c'est plus facile. Et donc on a fait un document, voilà, le Pays d'Orient, une nouvelle ambition, hein, où là on a repris cinq idées, donc 2 idées transversales, la santé et l'environnement, la culture, le sport, c'est le bien vivre, quoi. En fait, c'est comment on peut bien vivre dans un environnement sain. Et puis 3 sujets qui sont liés à l'économie, hein, qui sont l'alimentation et l'agriculture. Là, on voit bien d'ailleurs que ça nous a aidés pendant le confinement. Hein. C'est ça, la solidarité qu'il y a eu d'ailleurs pendant le confinement. Et puis, donc, le deuxième volet, c'était l'habitat durable notamment, hein, puisque c'est une crise sanitaire, mais derrière une crise économique et sociale. On peut revenir à ce qu'on faisait avant, ou on peut peut-être essayer de faire un peu différemment. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et le troisième volet, c'est la mobilité, et notamment un volet vélo, en disant vélo électrique, pourquoi pas aider l'accès au vélo électrique, en sachant que comment Quimper les communautés aide à l'achat. Je vais arrêter là, je laisse la parole à Mimi. Donc moi je suis Emmanuel Domila, hein, je suis donc animateur radio sur une radio associative qui s'appelle Radio Balise. Je fais un peu de pub en même temps, hein, j'en profite. Oui. Je fais une émission politique qui s'appelle Espace Public, hein, dans laquelle je dis ça parce que, bon, peut-être un petit peu de pub certes, mais je dis ça parce qu'en fait Radio Balise en fait, couvre à peu près le même territoire que le Pays de l'Orient, les trois agglomérations. Alors moi j'ai calculé, c'est 280 000 habitants. Oui, ouais. J'ai dit pas loin de 300. J'ai dit pas loin de 300. Et puis sur le mais bon. Et voilà, en tout cas c'est un vrai territoire. Et donc autour de ces 87 idées, alors on va pas toutes les repasser en revue, parce que là on est quand même sur les thématiques. Si on serait là encore à minuit, je vais passer du temps ensemble, donc on peut lâcher à un moment donné. Mais en tout cas, ce qui intéresse le Conseil de développement, mais aussi nous, c'est donc cette vision de territoire. Le futur maire de Lorient sera président d'agglomération ou un acteur, en tout cas un acteur majeur, suivant le positionnement des uns et des autres. En fait, c'est plutôt là-dessus qu'on veut orienter le débat. Hein. C'est plutôt sur cette notion un peu globale et pas juste ville de Lorient, avec des sujets de ville de Lorient. Mais ça, vous avez l'occasion de les traiter dans d'autres médias et sur d'autres endroits. Alors, juste pour dire, là, moi je vais être le patron de l'horloge, je vais essayer de faire gaffe que chacun reste dans les clous, en tout cas pour éviter que tout le monde puisse prendre la parole et échanger. On voulait partir sur la première grande thématique qu'est le Conseil de développement, c'est le sujet de la citoyenneté. C'est quelque chose, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Citoyenneté, démocratie participative. Le Conseil de développement contributive est un acteur de cette citoyenneté. Et moi, je voudrais juste vous demander, en fait, pour démarrer, pour lancer un peu la machine, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière chacun vous mettez derrière ce terme de citoyenneté Citoyenneté, c'est la capacité à exercer des droits, et ensuite, c'est donner la possibilité aux gens de s'impliquer dans la vie de la société à l'échelle du territoire, par exemple. Ce qui va être important pour moi en termes
comment dire, une politique locale, ça va être savoir comment l'ensemble des citoyens peuvent enrichir les politiques publiques. C'est-à-dire comment, par la participation des habitants, on va améliorer, enrichir à la fois nos dispositifs de décision. Et le deuxième aspect, c'est comment, à travers je pense beaucoup à l'éco-citoyenneté par exemple, on essaie de mettre en place sur ce mandat, c'est comment à un moment donné les citoyens vont avoir un rôle moteur, ils vont pouvoir amplifier la politique que l'on mène. C'est-à-dire comment, si on mène une politique par exemple de baisse des consommations d'énergie, comment ils vont en être moteurs, parce qu'au quotidien, dans leur sphère privée, on est deux acteurs. On va revenir sur les dossiers auparavant, au fur et à mesure. Voilà la conception. D'accord. Moi, j'ai envie de dire que j'ai une conception personnelle, et ça a été l'objet d'ailleurs de mon adhésion à ma famille politique d'origine, de l'UDF, qui est que ce pays manque d'une vraie décentralisation. C'est-à-dire qu'on a vraiment des pouvoirs très concentrés d'abord à Paris, puis ensuite, même localement, des pouvoirs très très concentrés. On a aujourd'hui l'exemple au Pays de l'Orient, en tous les cas dans l'agglomération, d'un pouvoir très vertical, hein, le maire, président de l'agglomération qui concentre tous ses pouvoirs autour de son bureau communautaire ou de son bureau municipal à la ville. Tout ça manque quand même de participation très nettement, avec des conseils municipaux, des conseils communautaires très figés, une majorité, une opposition. Forcément, on pensait bien qu'avec nos citoyens, le rapport est encore plus indirect. Et d'ailleurs, ça se traduit par des taux de participation aux élections qui sont historiquement bas. Je mets de côté, évidemment, la commission Gallard, ça a été très particulière de ce point de vue-là, mais on partait déjà de bas. Vous savez encore pas que d'habitude, puisque en moyenne, ici, aux élections municipales, c'est un sur deux qui se dépasse à peine. Donc, on a un vrai problème de participation à la vie démocratique locale en dehors du fait électoral, déjà, tout au long de l'année. Et c'est vrai que nous faisons, nous, des propositions assez claires, assez nettes, qui existent d'ailleurs, hein, par ailleurs. Il suffit d'ailleurs de passer peut-être des bords du score, des solutions intéressantes en termes de conseil de quartier, d'animation, des choix publics locaux par l'association de citoyens. Vous savez, même un petit aménagement de rue, même l'aménagement d'un quartier d'une place, ça peut donner lieu à l'expression d'un suffrage citoyen particulier, faire participer les citoyens à l'aménagement de leur vie quotidienne. On va revenir sur les propositions concrètes juste après, mais juste la notion de... Oui. La notion de citoyenneté, nous, on y est très attachés, hein, parce qu'on est liste de gauche citoyenne, et on a créé, alors, 17 novembre 2018, le même jour que la première manifestation des Gilets jaunes. C'était un fait exprès, mais voilà, on avait lancé le collectif Florian 2030, l'atelier citoyen, justement, pour redonner cette parole aux citoyens qui manquait, c'était pris par les partis politiques, et on n'entendait plus la parole du citoyen. Donc on a souhaité créer ce collectif à l'époque avec Olivier Delamerre pour élargir justement ce cercle politique fermé aux citoyens et aux citoyennes. Et aujourd'hui, la liste que l'on mène est issue de cette citoyenneté, parce que bien sûr, il y a une partie d'élus sortants, mais le reste de la liste, 31 personnes, ce sont des citoyens et des citoyennes qui se sont engagés dans l'action publique. Damien Chérard ? Sur cette notion-là, je partage le fait que, au moins par la manifestation du nombre de personnes qui se déplacent, on a un problème sur l'implication des citoyens dans la question démocratique et des questions démocratiques locales. C'est un enjeu majeur. Je voulais juste rappeler que l'Orient commun, en fait, est issu d'une réflexion qui, en définitive, vient de l'agglomération, puisque Pays de l'Orient Transition a été créé d'abord au lendemain de l'admission de Nicolas Hulot pour essayer d'imaginer un sursaut sur le territoire sur les questions de transition. Et au-delà d'avoir organisé une marche pour le climat, à un moment, on a réfléchi, imaginé, anticipé ce qu'allaient être les élections municipales pour dire qu'il fallait que l'enjeu d'agglomération s'immisce un peu dans cette question des élections municipales qui, comme par système de fléchage des élus du conseil municipal, fait qu'en vrai, on parle un peu d'agglomération sans complètement parler, et c'était déjà un problème démocratique. Puis, on faisait aussi le constat qu'on a 10 ans pour agir sur les questions de transition et qu'il était important de changer de braquet sur ces questions-là. Et donc, il y a eu un processus qui a été assez long, qui a amené à 42 propositions, pas 87 mais 42, mais dont pas mal se recoupent assez naturellement en fait avec ce qui a été fait par le Conseil de développement. Et simplement pour dire que
on est forcément très attaché à ça parce que l'Orient commun vient de cette démarche citoyenne et on a gardé ça et dans la composition de la liste et aussi dans les propositions concrètes qu'on a sur comment on inclut plus les citoyens au quotidien dans les décisions qui sont prises et aussi en termes de concertation, quelque chose qu'on va décrire. Je vous décris ça. Juste, on va pas reprendre les 87, mais moi, il y en a une. Non, mais si Emmanuel permet, parce qu'on est là quand même sur un débat politique, moi je suis quand même tout à fait intéressé. Je viens également à Bruno Blanchard, la démarche est tout à fait honorable et elle peut être saluée. Simplement, dans la politique du quotidien, depuis 2 ans, vous aviez l'occasion, je pense, de changer les choses, particulièrement ici. Moi, pour dire, c'est que la concentration du pouvoir est restée très verticale à Lorient et qu'on est quand même peu associé. On parle de l'association de citoyens. Il y a déjà les minorités ou les oppositions qui sont quand même peu associées globalement aux réflexions et aux démarches politiques de la municipalité. Donc voilà, j'ai envie de dire, les bonnes intentions c'est bien, il va falloir quand même passer un moment aux actes. J'ai entendu vos déclarations sur les faisaux et les bisous, il va falloir être un peu faisaux. On est faisaux aussi. Si j'ai dit ça simplement, bien sûr, on n'a peut-être pas mis assez en avant, mais à chaque fois, Je crois qu'il y a du travail. à chaque fois qu'il y a eu des aménagements, des aménagements dans les quartiers, des aménagements sur des places publiques, etc. À chaque fois, il y a eu de la concertation, il y a eu de la concertation citoyenne avec les riverains et avec les habitants. Je crois qu'il y a un aménagement tout à part face. On voit pas, tu vois, on a un petit lieu connu de port de pêche qui s'appelle Goupillon. Oui. Des poses de poteaux, manifestement, peu de gens ont été. Alors, on m'en a informé ce matin. peu de gens étaient au courant. J'étais la semaine. En fait, l'objet, je vais répondre. La vie quotidienne, c'est que la semaine dernière, je suis venu et j'ai rencontré l'ensemble des commerçants, dont M. Goupillon, qui était présent. Alors peut-être qu'il ne s'en rappelle plus, mais il a participé à la réunion et d'un accord de l'ensemble des commerçants, c'est eux qui ont souhaité condamner cette rue. Juste pour parler de l'avenir, en fait, de ce qui pourrait se passer. Vous avez parlé tout à l'heure, Fabrice Loher, de ce qui se passait de l'autre côté du SCORF. Il y a dans les 87 propositions, il y en a une qui va, c'est quelque chose de très concret, inciter les collectivités à prévoir un budget participatif. Est-ce que vous avez ça dans vos budgets respectifs? Est-ce que vous avez mis est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce qu'il y a quelque chose une prévision ou pas? C'est quelque chose qui va se faire. Je veux bien qu'on sait pas répondre à cette question. Clairement, comme je disais, moi je considère effectivement qu'il y a un enjeu majeur sur la question, que aussi sur le territoire, on a été peu sur une démocratie inclusive qui essaie une part suffisante aux citoyens. Et donc, déjà, on peut créer au sein de la gouvernance de la ville de Lorient 6 pôles, dont un qui serait pôle vie démocratique, dans lequel on porterait des politiques fortes sur ces questions-là, et notamment le fait de faire un budget participatif qui sera porté à 5% d'investissement, donc autour de 600 000 € à la fin du mandat. Donc c'est clair, et on portera le projet de faire la même chose à l'échelle de l'agglomération, parce que il faut aussi rapprocher l'agglomération de nos concitoyens. C'est un sujet qui est mal maîtrisé par les habitants du territoire. Et en plus, c'était le même syndrome que l'Europe, c'est-à-dire que quand ça se passe mal, c'est la faute de l'agglomération, c'est la décharge facile d'à peu près tous les élus en général quand il s'agit des décisions de l'agglomération, plutôt que d'expliquer que ça a été un compromis et qu'on a fait un choix. Et donc, le fait d'avoir un budget participatif à l'échelle de l'agglomération permettrait aussi de renouer ce contact entre l'institution et les habitants. Tu sais, la mère, on a vu Norbert dire en conseil municipal, c'est pas moi, c'est la Louvre. C'est récent quand même. Il était Ils l'ont également souligné. Qui veut, sur cette histoire de budget participatif, en tout cas, le projet un peu concret, on peut mettre en place une politique qui permet d'enrichir nos actions au quotidien en associant les habitants. On peut parler des côtelets, élever au-dessus et savoir comment demain les aspirations des habitants peuvent être présentes. Je pense que la politique de démocratie participative, elle a 15-20 ans à peu près, elle a évolué. Beaucoup de choses ont été faites, c'est bien. Je pense à Lorient, comme j'ai déjà
les villages de l'ancienneté. Enfin, on est plusieurs aussi à avoir vu des choses. Il y a eu ces réunions publiques du quartier qui étaient un petit peu l'esprit emblématique de nos politiques. Je pense qu'elles ont eu un vrai intérêt. Je pense qu'elles ont vécu. J'ai vu ça dans mon programme. Moi, je pense que ce temps qui était assez intéressant, en quelques minutes, mais où on permettait à tout habitant de pouvoir venir à une réunion et de pouvoir s'exprimer sans filtre, sans avoir à donner la question à l'avance, c'était de la démocratie en live réel et très intéressant. Néanmoins, on a vu que c'était surtout des problèmes individuels très techniques qui n'étaient pas obligatoirement des questions collectives, des sujets collectifs. Et je pense que l'ensemble des questions qui sont posées à ces réunions publiques peuvent être traitées autrement. Donc, moi, je mettrai un terme à ces réunions publiques pour avoir un autre dialogue. Je ne suis pas pour les conseils de quartier. Je pense qu'il faut déjà faire vivre l'ensemble des instances existantes. Et on en a déjà beaucoup. À un moment donné, superposer de nouvelles structures. Il faut offrir de la visibilité déjà aux habitants. On a déjà des conseils d'administration de centres sociaux, on a 5 maisons de quartier qui sont des lieux où se vit la participation des habitants. Déjà, faisons vivre ça, donc superposer d'autres conseils de quartier. Ensuite, je vais aller au bout de ce que je propose. Moi, j'arrête ces réunions publiques et je fais des réunions thématiques une fois par an. Je pense qu'on peut avoir un temps par délégation, c'est-à-dire l'adjoint au sport fera à la fois un bilan de ce qui s'est passé. L'ensemble des gens qui sont intéressés peuvent venir, peuvent apporter des avis. Le but, c'est de recueillir des éléments de progrès pour enrichir notre politique qui peuvent faire l'objet tout au long de l'année ensuite de groupes de travail. Le budget participatif, il vient, c'est un moyen pour la finalité, et on peut avoir ça pour la politique jeunesse, les personnes âgées, la voirie, la transition énergétique. On va revenir sur les dossiers particuliers ici. Oui, bien sûr. Mais c'est un budget, c'est d'abord oui, merci. Clairement, on est nous sommes prononcés pour la mise en place effectivement de conseils de quartier, la formule des réunions de quartier effectivement avec eux, ça on est d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on va pouvoir associer au-delà des réunions de quartier qui concernent que certains secteurs géographiques de la ville, l'ensemble des habitants de l'Orient sur, encore une fois, les aménagements de vie locale, de vie quotidienne qui sont importants. Désolé qu'on dise qu'on n'avait pas le débat quand on évoque un aménagement de quartier. L'aménagement d'un quartier, d'une rue, ça concerne les riverains, c'est ça aussi la vie locale, c'est ça aussi la vie citoyenne qu'on vient chercher. C'est leur quotidien. Et je pense qu'on doit pouvoir, dans ces conseils de quartier, à la fois évoquer ces questions d'aménagement locaux qui peuvent faire l'objet de budget participatif. Alors nous, on ne s'est pas prononcé pour un montant parce que, par définition, on essaie d'être sérieux et de se dire que, arrivant aux affaires, il va falloir trouver les marges de l'ordre. Non, mais ce que je ne veux pas dire, je ne suis pas sérieux d'ailleurs. Ah. Je dis simplement que il y a des exemples dans la numération qui pour l'instant, mais je comprends qu'on puisse donner un pourcentage, pas de souci là-dessus. Par contre, il peut y avoir aussi des éléments de politique publique plus importants, des questions de voirie, de transport, sur lesquels on demande l'avis d'un conseil de quartier. Ce n'est pas forcément derrière la mobilisation des moyens financiers, mais au moins solliciter un avis, solliciter une prise de position. Donc ça va au-delà quand même des moyens financiers. D'accord. Oui, ben, on en a parlé déjà, mais nous, on est favorable, bien sûr, au budget participatif. Ça existe déjà quelque part à Lorient. Ce sont des petites enveloppes de 500 €. Je suis désolé, Damien, mais ça existe à Lorient, on t'a bouché de la tête, c'est la vérité. C'est pas du budget participatif. Ça fait rien, il participe aux actions d'associations ou de collectifs de parents d'élèves ou d'habitants sur certaines animations. Donc, ça existe, il faut le renforcer. Mais avant cela, nous, on veut construire avec les citoyens, avec les habitants et les représentants d'associations. Et c'est pour ça qu'on souhaite, d'ici la fin 2020, mettre en place les assises de la citoyenneté. Justement pour construire, parce que ça doit se construire ensemble avec les citoyens et les représentants d'associations. Donc, nous mettrons, si nous sommes élus, en place les assises de la citoyenneté en fin d'année. On va enchaîner. Peut-être une question sur cette histoire de citoyenneté où on passe on fait une transition vers l'économie, vers ce qui se passe en ce moment. Sur le budget participatif. Oui, le problème, c'est qu'il est déjà. Non, mais moi, je trouve que c'est un vrai. Enfin, le budget participatif, ça veut dire quelque chose. C'est un outil qui sert En fait, c'est presque un prétexte par moment. Et ça permet vraiment aux citoyens. Enfin, si vous avez eu l'occasion d'aller dans des villes qui pratiquent, certes, il y a la Mystère, il y a Rennes, il y a Gand, et quand on regarde comment les effets que ça a, c'est pour ça que je hochais la tête en disant non, c'est pas du budget participatif à Lorient, non, c'est pas du budget participatif. Parce que quand c'est un vrai budget participatif à l'échelle d'une ville,
ou déconcentrés dans les quartiers, c'est d'abord des vrais montants qui fait que les gens se mobilisent parce que ça permet vraiment de monter des projets. Et puis, ça a plein d'effets induits, c'est-à-dire que les gens se réintéressent à la question des aménagements autour d'eux. Et puis, quand le projet il est porté par quelques-uns, derrière, ils vont chez les voisins, donc ils le reportent et faire campagne pour leur projet, pour que ce soit celui-ci qui gagne et tout ça. Et ça a des effets multiples. Donc, non, il n'y a pas de budget participatif à Lorient, et le mettre en œuvre, c'est un outil qui permet derrière de décliner un ensemble de politiques qui sont inclusives en termes de démocratie. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très clair dans mon projet. C'est pour ça qu'on a mis des montants en face, parce que c'est pas le truc qu'on va barrer en se disant ouais c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à trouver de budget. Une réaction Au bémol des montants, moi, je suis complètement d'accord avec Gérard, on serait aussi sur cette logique de budget participatif. J'ai envie de faire une proposition très simple concernant d'ailleurs le CDPL, dont j'ai, avec mes amis sur Lorient, découvert la qualité des propositions. Je trouve que vous faites office un peu finalement du conseil économique et social environnemental local, hein, on va faire les choses comme celle-là, et qu'on gagnerait à ce que vos avis sollicités soient adressés systématiquement aux élus municipaux et surtout aux élus communautaires. Moi, je regrette qu'effectivement, on n'ait pas cet éclairage. Pour le coup, alors, pas complètement citoyen, parce qu'on ne peut pas les assemblées totalement représentatives des citoyens, mais l'assemblée qui d'essayer. En tous les cas, qu'on ait cet éclairage pour alimenter nos discussions et nos débats et nos délibérations. J'ai été conseiller régional de Bretagne maintenant. On était, nous, alimentés en avis du Césaire régional. Hein. Je pense que vous pourriez jouer ce rôle. En tous les cas, moi, j'en fais la proposition très claire de façon à ce que vos avis argumentés puissent ouvrir le débat démocratique. Oui, mais très vite, je rappelle quand même qu'un budget participatif, on pourra s'en doter un, dès lors que ça a du sens, ce n'est qu'un moyen. Le but premier, c'est de pouvoir enrichir nos politiques publiques et recueillir l'avis des gens. Pour ça, nous, on proposera une conférence annuelle par délégation, puisque les Lorientais veulent donner leur point de vue sur la politique de dépendance, de jeunesse, de culture, de sport, de petite enfance, et la politique environnementale qui est menée à Lorient, parce qu'ils en sont les usagers. Savoir comment, par leur avis, on peut améliorer cette politique et, si besoin, solliciter un budget participatif. Et c'est ça, la démarche d'abord. Mon cher, non, réaction? Non, je pense avoir fait le tour de la question. Bien sûr qu'on est favorable au budget participatif. Je rebondis sur ce que M. Loer a dit, parce que ça va. Je retiens le mot participation, participative, mais j'irai au-delà du budget. J'irai dans la démarche du politique vers le citoyen en termes de participation. Et hier, cette fameuse conférence de presse sur le plateau du Morillon, concernant l'aménagement, je pense qu'on va en parler au cours du temps qui nous reste. C'est quand même, c'est du concret. Là, on verra comment vous vous positionnez en fonction de thématiques économiques et environnementales et sanitaires. Les trois sont intimement liés. Et c'est la capacité de préserver une résilience, notamment en termes de ressources vivrières de proximité. Vous voyez que c'est l'enjeu est considérable. Eh bien, ce que l'on était amené à dire à la presse hier, c'est que il y a plein de choses qui sont dans les clous. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a des procédures de participation du public au débat sous forme d'enquête publique. Mais résultat des courses, très souvent, on n'en tient strictement qu'un compte. Et il y a de là l'enquête publique concernant le Morillon, le Draguel, c'est vous, je vous assure, il y a des choses fondamentales qui ont été complètement négligées, c'est grave. Bon. Et bien, pour éviter cela, il y a justement de mettre en œuvre une participation entre les décideurs, ceux qui cogitent sur les projets, et le public qui est concerné quand même par le résultat final de ces projets, une fois qu'ils sont mis en œuvre, une concertation en amont. Ça renvoie justement au rôle du CDPL, hein, de façon à ce que cette concertation participe ou alimente la réflexion pour éviter des problèmes qui sont parfois des délits de démocratie lorsque les décisions sont prises. Donc la participation, ça va au-delà du budget. Hein, du budget, bon peut-être, mais c'est surtout la volonté qu'il y ait vraiment une mise en commun dans l'élaboration des projets. Sachant que juste. Comment vous positionnez là-dessus dans le projet de Lorient commun, clairement, on dit que sur les grands projets du territoire, l'idée c'est de mandater le CDPL
pour émettre un avis. Et en cas d'avis négatif, le projet est à reconstruire, à revoir, à modifier de façon à ce qu'on arrive sur quelque chose de positif, ou en tout cas au moins neutre, de façon à ce que cette prise en compte en fait citoyenne soit réelle. Donc clairement, il y a une affirmation, c'est dans notre programme, et c'est très clair là-dessus. Je partage le fait que pour moi, ça ressemble à un César local, et je pense qu'il faut, au-delà de... Je trouve ça intéressant, hein, clairement, de dire il faut qu'il y ait un avis ou qu'il y ait un éclairage. Je pense qu'à un moment, il faut aller plus loin sur quelques grands projets, dire celui-ci il est structurant, et donc voilà, on a besoin d'un avis positif, en tout cas pas négatif, parce que effectivement, on voit comment ont été déployés tous les systèmes d'enquête publique. Il y a des exemples précis très graves. D'accord, c'est nos opérateurs, nos politiques normalement qui font l'objet d'enquêtes publiques, mais il faut savoir s'appuyer aussi sur l'expertise des ressources locales qui existent pour avoir des projets vraiment utiles. Je partage ce point de vue. Bon, je le partage d'autant plus que j'exerce aussi quelques responsabilités administratives et on vient tous qu'on est face à un très grand formalisme aujourd'hui, notamment les enquêtes publiques. Tout ça est très réglementé, mais ne favorise pas la participation citoyenne. Les dates des enquêtes, les délais, la façon effectivement de répondre aux avis des commissaires enquêteurs, l'organisation du débat ensuite en conseil municipal ou en conseil communautaire. On a vraiment un lien beaucoup plus fort à créer avec les intéressés qui sont les riverains d'un projet et qui sont plus globalement les contribuables, les citoyens intéressés à la bonne marche d'un grand projet. C'est tout à fait évident. Alors nous, on s'est prononcé aussi sur effectivement les grands projets pour que l'association citoyenne soit plus systématique et plus importante. Faut-il aller jusqu'à des référendums locaux? Quelquefois, les résultats peuvent être dévoyés et c'est pas toujours une bonne chose, mais il ne faut pas exclure que de très très grands projets on puisse aussi revenir à la parole citoyenne directe par une interrogation. La population intermédiaire. Oui, bah, complètement d'accord avec cette façon de procéder, parce que je pense que c'est dans la concertation qu'on peut sortir les grands projets. Si c'est bâclé ou si il y a des choses qui ne sont pas normales qui se passent et puis on ne tient pas compte de la concertation des enquêtes publiques, je trouve pas ça normal. Donc, forcément, la concertation doit être large, elle doit être partagée et le projet doit sortir par le haut, par l'ensemble des partenaires autour de la table. Ben, c'est rassurant, ça veut dire que c'est très positif. Il faut son chute là, qui va vraiment. C'est la pratique. Mais la pratique est un peu différente. Oui, mais justement, Moi, je voulais, alors, on pourrait peut-être passer au pratique. Puisqu'on dit que pour les grands projets, on va consulter les citoyens, il y a un exemple qui est en tête, mais il y en a mille autres. Le transfert du musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis à Lorient, qui semblerait envisagé, a priori n'a pas fait, chez nous, il ne fait pas l'unanimité, et je ne crois pas qu'il ait jamais fait l'objet de débats vraiment citoyens. Connaître le dossier, est-ce qu'on est un investissement pour voilà. la transition économique. On va parler du fonds d'investissement, mais est-ce que c'est un sujet comme ça, de consulter les gens? On porte ce projet de retour du musée de la Compagnie des Indes à Lorient. Je suis pas seul, hein. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit hier dans le débat, que bien sûr que ça se fera dans la concertation avec l'ensemble, bien sûr. Il y a un projet, une étude qui est lancée pour voir la possibilité de faire revenir le musée de la Compagnie des Indes à Lorient. Mais après, bien sûr, il y a toute une phase de concertation et d'élaboration du projet qui sera fait dans la concertation. Ça se joue quand même en avec, réseau, hein. Oui, mais qui sera fait, je l'ai entendu hier, au débat sur le Sud, qui sera fait bien sûr avec l'ensemble des partenaires et les collectivités qui sont concernées. Très bien. Et sur un grand investissement comme ça, parce que c'est quand même pas plutôt un projet. Nous, on est effectivement plutôt favorable au principe qu'on propose des collections dans un musée lorientais. En fait, le problème de base, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui de véritable musée lorientais de sport. Donc, l'opportunité facile aujourd'hui, effectivement, est de regrouper nos collections de la Compagnie des Indes, dans la mesure où on a besoin aussi de nos assurances. Mais clairement, pour en avoir discuté avec beaucoup de collègues maires, ceux qui sont venus notamment sur les marchés soutenir notre campagne, me disent en même temps, Fabrice, il va falloir faire attention à l'affaire du musée de la Compagnie des Indes. Il y en a d'autres, mais celle-là pose question de l'autre côté. Donc, on parle d'aménagement de territoire. Clairement, on a un problème d'explication, de pédagogie pour ce projet-là, qui doit faire l'objet, au-delà du débat en conseil municipal de Lorient, il y a un débat. Alors, c'est pas une politique communautaire,
Si on est formel, on n'a pas à le regarder en conseil communautaire. Moi, je pense qu'il faut sortir du formalisme sur des sujets comme celui-là. Le CDPL doit pouvoir donner son avis d'ailleurs, c'est un excellent. Et un avis. Et pouvoir ensuite nous saisir en conseil communautaire également d'une question comme celle-là, parce que derrière, c'est de la pédagogie. Déjà avec les élus et donc encore plus avec les Laurent. Rapidement, sur le musée de la compétitivité des Indes, on sait la ville de Lorient, parce que c'est un municipal, qu'on a l'exclusivité aussi à un moment donné d'une thématique sur la compétitivité des Indes qui mérite d'être davantage valorisée. Deuxième aspect, c'est que les bâtiments ils sont vraiment à l'étroit et ne permettent pas le développement des collections. C'est ce qui nous a amené depuis plusieurs années à réfléchir à un nouveau musée de la compétitivité des Indes ici sur le territoire communal. Néanmoins, on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ce que ça reste dans l'écrin patrimonial de la citadelle, parce qu'en plus, c'est la visite de la rade pour y aller qui amplifie. Ça, c'est beaucoup pour les gens qui ne sont pas dans les touristes. Beaucoup apprécient de pouvoir aller là-bas. Je pense qu'il y a un point d'équilibre à trouver, comme sur tout projet, entre les aspirations à la fin de la population et les aspirations des élus de la collectivité qui souhaitent aussi donner davantage de retentissement à ces collections-là. Ouais, sur le sujet, avant de choisir ou de décider alors, sur le retour du musée du Louvre, favorable. Après, dans quel contexte et quelle interaction, quel impact sur d'autres musées sur l'Orient, je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de mettre tout le monde autour de la table et réfléchir à ça. Parce que c'est des équipements qui coûtent cher, et en investissement et en fonctionnement. Il faut qu'on regarde tout ça. Le sentiment, c'est que ça pourrait être dans quelque chose d'un peu plus global et qui a à peu près différentes choses autour de l'histoire de la ville. Mais en tout cas, il faut regarder ça et avec tous les acteurs pour imaginer quelque chose qui est en même temps cohérent, attractif et qui permet de maîtriser les coûts parce qu'on ne peut pas multiplier les musées non plus sur le territoire. Ça coûte cher, notamment budgétaire. Est-ce qu'on n'aborderait pas la question que vous voulez aborder à la fin de la culture et de la un complément d'information sur le musée, bien sûr, il y a le projet du retour du musée, mais ce qui est important, c'est le projet culturel qui va s'accompagner à ce retour, s'il a lieu. Parce que après, on peut imaginer un parcours historique de la citadelle via le péristyle en allant jusqu'à Lorient-la-Base. Donc, on peut imaginer, donc, il y aura tout un projet scientifique culturel à monter autour de ce retour s'il a lieu. Donc, déjà sur le fond du projet, la question de l'intervention, c'est l'association commune. Les deux vont ensemble. Et du coup, la question qu'on voulait poser un peu après sur la dernière partie, on va le faire maintenant, c'est de la compétence, en fait, de cette compétence culture. Est-ce que sur un projet comme celui-là, quel est le pilotage d'un projet comme celui-là qui est plutôt territorial? Favorable à ce que la culture reste la compétence des communes, ou bien est-ce qu'on commence à prendre l'effort vers un passage à l'agglomération pour certains pôles de la politique culturelle, comme c'est le cas quand même de beaucoup d'agglomérations. Alors, moi, donc, non, mais c'est une question. Hein. Nous, on pense qu'il y a pas mal, parce que le CDPL réfléchit aussi à ça, nous, on est plutôt favorable à un glissement vers l'agglo d'un certain nombre de choses, pour commencer plus lancer de la musique, par exemple, de la lecture, etc. On voit bien d'ailleurs que le fait que les communes aient la compétence culturelle n'interdit pas l'agglo de faire des choses. On l'a vu pour le festival interceltique. Donc, par moment, il faut peut-être y aller un peu plus, parce que je pense que si la politique culturelle est faite au niveau de l'agglo, et pourquoi pas des trois agglos, on prend quand même une dimension qui permet de bâtir des projets probablement un peu plus ambitieux, de la mutualisation de moyens, etc. Donc voilà, est-ce que ce sujet-là, il est fermé ou est-ce que vous êtes ouvert? Voilà, je suis assez ouvert sur cette réflexion-là en termes de compétences d'agglomération pour la culture. Je pense pour le sport aussi, mais pour les grands équipements sportifs, je pense qu'on doit ouvrir cette réflexion-là au niveau de l'agglomération. Et qu'on parle d'attractivité de territoire. Oui, de territoire, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a deux dimensions importantes. Il y a d'abord la dimension du projet de territoire. Quel projet de territoire on veut pour l'agglomération et qu'est-ce qu'on met derrière? Transférer d'emblée toute la compétence de l'agglomération, pour moi, n'aurait pas de sens. Par contre,
l'inscrire dans une réflexion territoriale, où nous partageons des objectifs communs, notamment en termes d'attractivité, effectivement, pourquoi pas, pour le sport, passer le stade du sport, par exemple, en gestion d'agglomération, comme ça se fait, effectivement, sur la plupart des stades de Ligue 1 ou de Ligue 2. Mais voilà, c'est ça qui est important, c'est le projet territoire et la définition de ce projet. Et ensuite, on peut imaginer, à la dimension territoriale, des coopérations intercommunales. Ça veut dire que quelques communes, peut-être pas toutes les communes de leur agglomération, décident d'avancer ensemble sur un projet. On voit bien que sur un projet comme celui-là, c'est quand même essentiellement un projet Lorientel, Alester éventuellement, pour lui, Liantec, voilà. On doit pouvoir travailler peut-être à 5 ou 6 communes, plutôt que les 25 concernées, en coopération intercommunale. C'est une autre dimension intéressante pour nous de l'aménagement du territoire de leur agglomération. Alors moi je suis contre le transfert de la compétence culture à l'agglomération, parce que si on poursuit dans ce processus, il ne restera plus rien en mairie. Ils ne s'occuperont que des pompes funèbres, des écoles maternelles et des crèches. Et qu'à un moment donné, on a besoin de garder la main sur une politique à la fois de création et de proximité. Et si à un moment on transfère tout à l'agglo, on perd cette proximité. Néanmoins, ça n'empêche pas des partenariats, des collaborations. Je rejoins mes collègues, à la fois sur des équipements structurants, c'est-à-dire une agglo porte des projets qu'une seule commune elle-même n'a pas les moyens de porter. Ensuite, une agglo peut coordonner de grands événements. Donc, à l'image de certains événements, évidemment, il faut ces partenariats, il faut cette fluidité. Et puis la complémentarité des différentes salles. On le voit sur les salles de spectacle aujourd'hui, en travaillant tous ensemble, on peut avoir une vraie programmation complémentaire. Mais je souhaite que la culture reste. Si je peux me permettre là-dessus, c'est que nous, on donne cet avis parce que c'est remonté, nos membres, et que globalement, quand on regarde, on avait fait la dernière réunion avec 3 interpros, on fait des réunions régulières avec chaque interpro, 2 par an et puis une en commun, et la culture a été mise sur le sujet. Et quand on regarde les 3 interpros, qu'un comité a pris la compétence culture, c'est pas pour ça que c'est complètement centralisé. Chaque commune a aussi c'est le projet voilà, c'est un peu. La plupart des agglos en France ont la compétence culture. Hein. Il y a qu'à faire le tour. Hein. Le Lorient est un des derniers bastions où c'est des communes qui gèrent la culture. Mais pour conclure sur ce sujet-là, d'abord, pour nous, le fond du problème et la pierre angulaire, c'est le fait que toutes les cultures, peu importe ce qu'elles sont sur le territoire, doivent arriver à trouver un débouché, se développer, accéder à des salles, des lieux d'exposition, enfin voilà. Et ça, c'est la base. C'est de ça dont on doit partir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture minoritaire. Voilà, c'est l'ensemble des cultures ont le droit d'exister, elles doivent se développer et on doit aider notamment à tout ce qui est ce que sont les cultures émergentes à trouver des débouchés sur. Après, sur la question de est-ce que compétence ou pas, en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut renforcer la coordination et de façon à effectivement être plus en capacité de proposer des choses sur le territoire. Est-ce que ça doit arriver d'ici à la fin du mandat sur une prise de compétences? Pourquoi pas? J'y suis pas hostile, mais avançons étape par étape d'abord. Au minimum de la coordination pour éviter au moins d'être en concurrence d'un territoire à l'autre. Et donc, je trouve que c'est le sens de l'histoire. Allez-y doucement. C'est pas tout ou rien. Hein. Non, mais c'est exactement pour ça que c'est le sens de ma réponse aussi. Peut-être juste 2 mots. Après, on parlera peut-être de culture. Il y a aussi, ce qui nous remonte aussi, c'est un peu la place des artistes dans la vie. Bon, les artistes, il y en a à Lorient, l'école des beaux-arts qui fournit des grands talents, et les artistes ne se sentent pas forcément très intégrés à la vie de la cité. Et c'est parce qu'il y a des idées de tout ça. On se dit pourquoi il n'y a pas d'artistes dans les groupes de travail, planches sur des projets de diffusion. Donc là, il y a beaucoup d'ingénieurs, mais très peu d'artistes. Peut-être, bien sûr, des ingénieurs, mais il y a même des signes. Il y a très peu de projets publics. Il y a le 1% artistique est mis à la poubelle systématiquement. Il y a très peu de projets qui ménagent le 1% pour vraiment. Donc, est-ce qu'il y a de votre côté des engagements simples comme ça, en disant le 1%, il sera bien consacré à des projets culturels, quoi, et pas mis de côté pour payer des dépassements, quoi. Voilà. Quelqu'un veut répondre là-dessus? Pour clôturer le. De toute façon, il faut respecter la loi. Oui. À mon avis, ça ne pose pas débat, pas de question.
En revanche, la question de l'intégration des artistes locaux, y compris ceux qui sortent de nos écoles, qui sont les enseignants de nos écoles, juste à côté. Pour l'animation de la ville, alors bon, propos peut-être un peu trop l'oriental, là, mais qui peut concerner notre commune évidemment, pour l'animation de notre centre-ville, qui en a bien besoin, donc de remettre l'art et la culture dans la rue, donc de la mettre quelque part en proximité avec le citoyen, ça c'est un vrai projet pour nous, un projet fort, qui tient à une politique culturelle différente, grand public, et une politique d'animation et d'attractivité tout simplement du territoire. Donc oui, effectivement, nous on s'inscrit dans cette dynamique-là, et elle est très fortement indiquée dans le projet. Et là-dedans, il y a Rapidement, parce que parce que on n'arrive pas à tout faire. Alors après, derrière, vous avez toutes les politiques publiques, résidence d'artistes, logement, etc. Oui, tout à fait. Rapidement. Vraie politique culturelle. Ouais, rapidement, dire qu'effectivement, si on veut que le centre-ville soit attractif, ça ne le sera pas que juste sur l'offre commerciale. Il faut permettre effectivement aux gens d'accéder facilement. Moi, je pense que plus on va permettre les déambulations faciles et donc plus on va mettre la voiture de côté pour avoir des espaces apaisés, mieux c'est. Et pour les attirer, pour que ce soit une destination attractive, mettre effectivement des expositions, l'accès à la culture gratuite au centre-ville, ça me paraît essentiel. On veut aussi démocratiser ça avec des événements qui auraient lieu, par exemple, tous les dimanches, des petits événements, des petites formes, mais qui seraient gratuites, comme on peut trouver, par exemple, la Reine, qui fait que c'est des rendez-vous réguliers, intéressants, et qui fait que la population, enfin, il y a aussi une éducation qui se fait à travers cette proposition régulière. Dernière chose, on a beaucoup de cellules libres dans le centre-ville. En prendre 2 ou 3 pour avoir là des artistes qui pourraient créer dans ces espaces et donc créer cette proximité entre les habitants et puis de la création en cours des artistes qui seraient accessibles, où les gens peuvent échanger et la personne aussi s'enrichir de ces échanges pour sa création est quelque chose qui nous semble intéressant. Je partage de toute façon le cœur d'une politique culturelle, c'est de permettre à l'ensemble des personnes d'exprimer leur richesse, leur talent, leur créativité. Donc, dans l'absolu, tout le monde, à un moment donné, va pouvoir s'exprimer. Charge à une municipalité de pouvoir mettre ça en scène, en fait, à la fois sur l'espace public, à la fois sur les différentes salles que l'on a. Lorient est une ville qui est très, très bien notée, historiquement, en termes de politique culturelle, donc d'équipement, un très gros budget. Souvent celui d'une ville de 100 000 habitants. On a des grosses structures également, avec un centre dramatique, avec le Grand Théâtre, l'école supérieure d'art, qui pourrait ne pas être municipal. Mais néanmoins, derrière, oui, je rejoins mes collègues, mais aujourd'hui, il faut quand même libérer l'initiative. Je suis également sur l'idée d'essayer de négocier avec les propriétaires de ces commerciales qui sont la possibilité, lorsqu'ils n'ont pas trouver de clients, de locataires, de pouvoir en faire une vitrine artistique en négociant avec des agences immobilières. Parce que c'est un gros macaron à louer. On va être d'accord là-dessus. Le premier objectif d'une réunion avec les bailleurs que je propose depuis très longtemps, et on connaît les principaux bailleurs de commerce, notamment vacances sur la ville, c'est d'abord de remettre de l'activité commerciale, de remettre de l'attractivité. Bonne transition, on va passer sur l'économie. Quand même, c'est aussi l'attractivité commerciale. Oui. Dépendra des bonnes décisions que nous pourrons prendre en pleine concertation avec ces bailleurs qui sont d'abord les propriétaires de ville. Je suis assez favorable à tout ça. Il faut qu'on ait plus loin. On a des lieux d'exposition aujourd'hui, Galerie Fabrique, Galerie Le Lieu, l'Hôtel Gabriel. Mais je pense qu'il faut. C'est ouvert à la population. Gabriel plus. Oui, mais il faut ouvrir plus et puis aller plus vers l'extérieur, la culture, l'art dans la rue. Mais il faut rappeler aussi tout ce qui est fait en termes culturels au niveau des écoles. Les artistes qui interviennent dans les écoles, et ça, c'est important. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue, parce que c'est un outil intéressant pour l'éducation des enfants. Et moi, je suis très attaché à ce qu'on conserve cette action que l'on porte depuis plusieurs années sur le rôle de la culture dans l'école. L'éducation. Du coup, non, on va basculer parce que sinon on est là jusqu'à 22h. Moi, vous ayez tout le temps d'être là avec nous. Pas grave. Lorient mérite un musée Lorient pendant la guerre. Au
regard de notre patrimoine historique, ce qu'a vécu l'Orient, on mérite. Je voulais rebondir sur les artistes et qui ont aussi pris, avec cette crise, qui ont pris cher, on peut dire comme ça, qui sont toujours d'ailleurs dans une sorte d'attente bon, il y a une année blanche qui a été votée, mais du coup, ça nous amène aussi sur l'économie, qui aussi a pris un coup pendant cette période, dans cette transition. Est-ce que ça vous a fait évoluer dans cette pandémie, dans la manière d'appréhender l'économie ou l'économie de notre territoire, ou on a parlé de changement à un moment donné, chacun voulait changer. Est-ce que ça a modifié un petit peu vos dossiers, enfin vos réflexions sur la partie économique d'un territoire comme le nôtre? Oui ou non? Totalement. Je peux... Oui, pour nous, l'économie était déjà le plus point faible du territoire. En tout cas, c'est l'analyse que nous faisions à la fois sur la ville de Lorient, puis plus globalement sur le territoire dans l'agglomération. Pour la ville de Lorient, je rappelle toujours deux chiffres, hein, c'est un Lorientais sur 5 sous le seuil de pauvreté. C'est considérable. C'est une réalité économique et c'est une réalité sociale. Et donc, découle de cela un taux de chômage qui avoisine les 19%. Et dont malheureusement on sait qu'il va s'aggraver avec les conséquences de la crise sanitaire. Oui. Donc nous avions déjà fait de la priorité de l'économie la priorité, la très grande priorité de notre programme. Et donc il est vrai que la crise sanitaire venant derrière ne fait que conforter finalement l'analyse qui était la nôtre. Simplement, elle accélère les nécessités. C'est pourquoi nous avons proposé un plan de relance. Je pense qu'on n'aura pas le temps peut-être ce soir de tout détailler. Mais, après, on invite chacun à regarder les programmes. Qui reprend d'ailleurs les conditions. L'idée d'une cellule de crise économique unique qui rappelle ce que nous voulons faire, le guichet d'accueil économique unique, la mobilisation du foncier disponible. J'entendais la question de on va y venir, parce que ça c'est intéressant. Le foncier disponible pour accueillir de grandes entreprises ici au Lorient, on n'a quasiment pas de réserve foncière. Donc ça, c'est quand même un problème extrêmement important. La qualité de l'accueil des porteurs de projets. Et nous voulons aller plus loin aujourd'hui avec un plan de relance que nous proposons. Un seul exemple, c'est la mobilisation d'aides directes non remboursables pour les petites entreprises qui sont celles qui sont les plus touchées, celles qui ont connu des fermetures administratives du fait du Covid, qui ont connu véritablement une baisse de leur chiffre d'affaires. Il y a des prêts qui aujourd'hui sont des prêts garantis de l'État, qui tombent d'en haut, mais après ça se rembourse. Et ce dont ont besoin notamment les très petites structures, ce sont des commerces, ce sont des auto-entrepreneurs, des petites entreprises, c'est le trésorerie d'aide directe non remboursable. Et nous proposons donc un fonds d'1 million d'euros à injecter très rapidement dès que le Conseil communautaire sera en situation de le faire, parce que, je le rappelle, c'est une compétence d'agglomération. Ça a totalement, bien entendu. Il y a le facteur crise. Interrogé au mois de janvier, au début de la campagne, on connaissait une situation économique en France, y compris localement, d'après ce que faisait remonter régulièrement des chefs d'entreprise qui se rapprochaient du plein emploi, c'est-à-dire qui à Lorient, sur le bassin d'emploi, alors je vais me se rendre faux, on fait depuis 15 ans avec le conseil municipal, le taux de chômage, c'est-à-dire le taux de chômage. Moi, je compte le bassin d'emploi, c'est 7,6% le taux de chômage. Il était de 10 en 2015. À Lorient, il est beaucoup plus élevé, mais lié à la configuration sociologique de notre ville. Donc, on est loin du plein emploi, alors. Ah oui, mais à Lorient, un quart des Lorientais vivent en HLM. Ça n'a rien à voir. Moi, je le vois depuis 28 ans dans mon travail. Quand des gens qui sont en HLM trouvent un emploi, vont ensuite quitter ce quartier, s'installer en résidence dans une commune environnante ou autre, et vont arriver des gens qui se retrouvent suite à un divorce ou une invalidité dans ce quartier. Et c'est un travail permanent d'insertion à faire. Moi, je raisonne en termes de bassin d'emploi, et au niveau du bassin d'emploi, on a plus d'emplois sur la ville de Lorient qu'on a d'actifs. Donc, ça veut dire que tous les jours, des gens viennent travailler à Lorient. Donc, je raisonne en termes de bassin d'emploi. La situation à Lorient, il y a de vrais points sensibles en termes de chômage, de longue durée. Je suis tout à fait conscient. Mais je ne veux pas stigmatiser la ville de Lorient, on pourrait le faire pour la DSPR aussi, en disant que les autres communes à côté qui profitent de l'emploi lorientais, eux, sont prospères. Je pense qu'il faut un raisonnement en termes de bassin d'emploi. Le deuxième aspect, c'est que ce ralentissement économique va amener de la casse. Il faut un discours de vérité. On sait très bien que beaucoup d'entreprises vont se retrouver en grande difficulté parce que c'est une crise à la fois française, européenne et mondiale. Il y aura plusieurs secousses avec la crise américaine. Donc, ça va au moins secouer pendant 2 ans. Par rapport à ça, la responsabilité qui est la nôtre dès à présent, c'est de mener le combat pour sauvegarder l'emploi à Lorient, de tout faire.
qu'est-ce que peut faire une collectivité? Elle peut agir sur différents domaines, l'investissement public pour la commande publique, elle peut investir dans les infrastructures économiques. Il faut tout faire pour produire de l'activité sur le territoire dans les mois qui viennent. Il y a plusieurs échéances. Beaucoup d'entreprises vont devoir payer leurs charges, et un report de charges à la fin novembre sera déjà une première date butoir pour beaucoup d'entre elles, savoir si elles continuent ou si elles dégraissent les effectifs, et si elles mettent la crise sous la porte. Ensuite, c'est comment elles vont retrouver un niveau d'activité conforme à ce qu'elles connaissaient pour assurer au regard de leurs emprunts, au regard de leur activité, et ne pas perdre les compétences qu'elles avaient. Enfin, c'est l'ensemble des secteurs, ici je parle des secteurs portuaires. L'Excellence maritime, c'est 15 000 emplois à Lorient, ça fait vivre plus de 40 000 personnes au Pays de Lorient. Si on applique des ratios, c'est plus que Michelin à Clermont-Ferrand. C'est notre vraie locomotive économique ici. On a une longueur d'avance, mais c'est très fragile. Donc, il faut continuer à investir, construction, réparation navale, pêche, fret maritime et nautisme, pour ne pas perdre cette longueur d'avance qui fait qu'aujourd'hui, on était attractif. Investissement sur les outils. Oui, bien sûr. Alors, comme Laurent Pierre, je réfléchis plutôt en bassin d'emploi, 7-6% de chômage. Et puis, sur les 3 dernières années, c'est 3 400 emplois qui ont été créés, de nouveaux emplois qui ont été créés. Donc, il y avait vraiment une dynamique économique du territoire. Mais sur la crise est passée par là, on n'a pas encore tous les indicateurs. On ne sait pas comment certaines entreprises vont en sortir. Mais je crois que la priorité, c'est de mettre en place un plan de relance économique mais avec l'ensemble des acteurs économiques, parce que nous, les politiques, nous devons être là pour accompagner, renforcer les soutiens, accompagner, soutenir, mais ceux qui créent l'emploi et ceux qui créent les métiers, ce sont les chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment un travail en commun qu'il va falloir avec eux, les soutenir, et financièrement, une enveloppe, et je crois que ça va être annoncé prochainement par Norbert Métairie, d'accord, en fonds propres pour les PME et PMI en difficulté, de l'ordre d'1 million d'euros qui va être dégagé. Je vais proposer depuis 7 mètres, c'est bien. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut quand même dissocier le temps long, le temps court. Il est logique et essentiel d'avoir une relance économique qui va permettre de sauver un maximum. Par contre, si on ne profite pas de la crise pour un peu essayer de réorienter l'économie du territoire, si on n'a pas compris à quel point notre société est fragile et qu'il faut construire de la résilience territoriale, ça désespère tout. Et donc, on a besoin de ce regard lointain et on veut faire, nous, de Lorient et de son agglomération, la capitale des transitions en Bretagne, voire plus large. Et donc, il faut se donner cette ambition pour que l'ensemble des entreprises qui sont sur le territoire se lancent dans ces dynamiques-là et puis qu'on attire sur le territoire des entreprises qui sont des experts du domaine, voilà, en mettant un point sur la carte et disant à ces gens-là qu'on les accueillera ici et que c'est ici que ça se passe. Ça, c'est sur le temps long. Et franchement, ce qui s'est passé là nous renforce dans cette conviction qu'on a besoin de changer, sinon on va s'exposer à des graves désillusions dans les années. Sur la question du plan de relance, je vais détailler 2 mesures et on a forcément beaucoup plus. On essaye à chaque fois de réfléchir nos mesures avec des effets leviers, c'est-à-dire on met 1 euro d'argent public et qu'est-ce que ça peut générer en termes d'efficacité et d'argent autre qui arrive avec cet euro d'argent public. Donc 2 propositions, un bon d'achat bonifié, dire que en fait vous venez en mairie de Lorient, vous mettez 10 euros de votre poche et on vous donne un bon d'achat de 12,50 € valable dans l'ensemble des commerces orientais, de façon à favoriser l'achat local plutôt que d'aller acheter sur Amazon ou autre. C'est une façon très concrète de soutenir les commerçants locaux. L'autre façon de soutenir, c'est de créer un fonds de garantie citoyen où on mettrait de l'argent public, mais on demanderait à des banques privées de venir mettre de l'argent. La Banque des Territoires, on les a contactés, ils sont extrêmement intéressés par cette démarche-là et ils peuvent plutôt l'étendre. Et puis l'épargne citoyenne, proposer aux gens qui habitent sur le territoire de venir aussi soutenir par leur épargne les entreprises et cet argent-là, il participera à soutenir les trésoreries des entreprises du territoire, notamment les
petites celles qui ont le plus de difficultés, qui risquent de ne pas survivre à cette crise. On parle d'économie circulaire, Oui, allez-y. il y avait une remarque sur l'intérêt l'importance des métiers maritimes. Dans les idées, il y a une idée sur la promotion des métiers manuels. Aujourd'hui, il y a à la fois des engouements des jeunes par rapport à ces métiers manuels, mais aussi sont créateurs d'emplois. Il y a des besoins en agroalimentaire, dans la pêche, dans la construction réparation navale. Est-ce que vous partagez que c'est un enjeu de la promotion des métiers manuels? Et quelles sont vos propositions, si vous partagez cette idée-là, pour au niveau d'une commune, au niveau d'Hidalgo, essayer de faire la promotion de ces métiers-là? J'ai mis dans mon projet depuis le mois de janvier la mise en place d'un campus maritime ici. Je pense que on est légitime en termes d'offres de formation, de petites formations, au regard de l'existant, à la fois construction, réparation navale, ce qui se fait au Gréga à l'AFPA avec l'UIMN. Ensuite, ce qui se fait au niveau des métiers de la pêche, et du nautisme et de la navigation au niveau du centre François Tolec. Ensuite, il faut fédérer, il faut regrouper et tâcher d'y agréger d'autres formations de façon à avoir une offre très conséquente en lien direct avec les besoins du territoire. Aujourd'hui, si les jeunes se disent oui, je veux rester vivre à Lorient, travailler à Lorient, on dit quels sont les secteurs qui recrutent, on a aussi l'offre de formation qui est en face pour baliser les parcours. Il se trouve que j'ai un fils aîné qui fait le choix cette année de faire une seconde pro technologique professionnelle. Donc, il part sur un métier manuel qui va lui donner sans doute un débouché qu'il n'aurait pas s'il faisait le choix d'aller sur des études générales, c'est son choix personnel. Ce qui veut dire que la promotion des métiers, formation professionnelle qui mène à des métiers est un élément important. On part sur des métiers en énergie. On sait qu'on a quelques débouchés dans l'avenir. Mais ce qui compte derrière, c'est aussi qu'il y ait des débouchés professionnels pour nos enfants. Et en l'occurrence, je n'ai pas d'inquiétude pour mon fils aîné qui, encore une fois, prend une filière d'avenir. Mais ça veut dire qu'il faut doper l'économie locale. Il faut vraiment donner des perspectives aux jeunes de l'Orient et de l'Orient de pouvoir rester vivre et travailler au pays. C'est un vieux slogan des années 70 qui peut revenir peut-être à la mode aujourd'hui. Mais c'est une réalité parce que, en fait, nous manquons aussi de débouchés dans l'ensemble de structures, de filières qui caractérisent ce qu'on appelle les activités métropolitaines. Ça peut être dans la recherche, dans l'ingénierie, dans le conseil, dans le numérique, des métiers qualifiés. C'est aussi comme ça que nous garderons nos jeunes, par exemple, ceux qui sortent de l'UBS, qui aujourd'hui sont plutôt amenés à trouver des débouchés sur des secteurs comme Rennes, Nantes, voire plus loin. Donc, doper l'économie locale, c'est aussi donner une structure d'emploi qualifiée à nos jeunes et la vraie perspective de rester vivre et travailler au Pays de l'Orient. C'est aussi notre ambition en tous les cas en matière. Oui, alors sur les métiers manuels, je suis très attaché parce que je suis un ancien chaudronnier, c'était mon premier métier. Donc il y a la construction navale. Voilà, c'est un très beau métier. Mais derrière, on va avoir une opportunité sur l'Orient. On a des grands projets urbains qui vont voir le jour avec le Bodélio, la rénovation urbaine du bois du château. C'est plus de 10 ans, voire 15 ans de travaux publics, en fin de compte, de travaux du bâtiment, et qui va avoir lieu sur notre territoire. Donc je pense qu'il faut faire la promotion, mais ça c'est en lien avec la Fédération du bâtiment, avec Stéphane Le Toff. On va mettre en place des formations pour accueillir des jeunes qui souhaitent se former dans ces métiers, parce que c'est des métiers enrichissants et avec des beaux projets à vivre. Bodélio, c'est un projet innovant en termes de transition écologique, avec des nouveaux métiers qui devront apparaître dans le bâtiment. Donc voilà, il y a une opportunité réelle pour le territoire de perspective sur 10 à 15 ans avec de beaux projets de rénovation urbaine, où là, forcément, bien sûr, dans un premier temps, il y aura la main-d'œuvre nécessaire. Et à côté de ça, nous mettrons en place aussi, on fait déjà à la ville de Lorient, ce sont les clauses d'insertion sociale pour permettre aux personnes qui sont éloignées de l'emploi ou qui sont en recherche d'emploi, des jeunes de quartier, de leur permettre de trouver un emploi via ces clauses d'insertion sociale. L'année dernière, c'était, pour terminer, 76 000 heures de clauses d'insertion sociale. Il n'y a pas parlé de Gérard. Oui, ouais. Non, mais en plus, on va pouvoir rebondir sur le sujet d'habitat et j'essaie de faire la transition. Ouais, juste 3 axes là-dessus. D'abord, effectivement, ça a été des métiers qui ont montré leur intérêt et pendant la crise.
bien vu que ce sont aussi ceux-là qui ont tenu la société debout. Et malheureusement, on voit aussi que ça a été des métiers qui ont été sous-payés très longtemps, en tout cas une partie de ces métiers-là. Et c'est une réflexion globale qu'on ne va pas traiter à l'échelle de la ville ni de l'agglomération, mais en tout cas, on a besoin de revaloriser ces métiers si on veut que nos jeunes y aillent et qu'on leur donne une image aussi meilleure d'un point de vue général. 3 axes pour moi, effectivement la réparation navale, et là on a besoin d'investissements pour ne pas faire coincer l'ensemble du système, notamment avec un élévateur à bateau qui est vieillissant et dont malheureusement les acteurs locaux, en tout cas les décideurs politiques locaux, ne se sont pas suffisamment emparés pour aller défendre le sujet à la région, puisque c'est un investissement région. Et donc, on a une fragilité qu'on connaît et qui peut, à n'importe quel moment, faire que l'ensemble de la réparation navale se retrouve bloqué. C'est un sujet urgent sur lequel il faut agir. On revient sur l'investissement, on n'est plus sur le métier manuel. Non, c'est l'investissement, mais si on veut qu'il y ait des gens qui travaillent manuellement, il faut qu'ils puissent avoir du support et ça en fait partie. Et puis sur l'aspect formation, d'abord, c'est souvent des compétences régionales, donc ça veut dire qu'il faut négocier avec la région et travailler avec elle pour ramener un ensemble de formations sur le sujet. Moi, dans les axes que je voyais, il y avait effectivement la question aussi, je viendrai à la fin pour la transition, et non, l'agriculture, vraiment l'agriculture, l'agriculture et l'autonomie. On va y revenir sur la mais c'est un sujet où là vraiment on a des métiers manuels. On a dans les 10 ans qui viennent la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite. C'est un sujet majeur. Sur lequel il faut qu'on puisse former des jeunes là-dessus et qu'on les accompagne. J'entends bien, dans le schéma donc on y revient après. Il y a ça, mais en fait, je voulais aller sur l'habitat et l'énergie. Voilà, non, mais un axe pourrait répondre comme à la question. Comme beaucoup, j'ai rencontré des familles qui ont de plus grandes difficultés à trouver des stages ou des premiers emplois pour leurs enfants. Et puis à côté de ça, je suis en rapport avec beaucoup d'acteurs économiques du territoire, et encore hier matin, qui me disent, nous, on ne trouve pas souvent, y compris de jeunes d'ailleurs, par rapport à des emplois offerts, on n'a pas de main-d'œuvre disponible, ce qui peut laisser croire par moment d'ailleurs qu'on est éventuellement au plein emploi, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc la mise en relation directe de ceux qui cherchent un emploi, notamment les jeunes, souvent dans les quartiers, parce qu'ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas les informations, et les chefs d'entreprise qui eux-mêmes ont du mal à trouver des employés, elle ne se fait pas, ou elle se fait mal, en tout cas, elle ne se fait pas suffisamment bien. Et donc, on a un vrai axe de progrès pour l'avenir. Il faut impérativement qu'on travaille cette mise en relation. Nous faisons une proposition avec un certain nombre de réseaux de chefs d'entreprise, de Mon Job à Lorient, qui consiste effectivement à mettre en relation directe. C'est à la fois par des plateformes de rencontres et puis également des forums, mais des forums organisés avec les chefs d'entreprise eux-mêmes, avec les acteurs économiques, pas par des structures administratives locales. Cette mise en relation directe, c'est très important parce qu'on verra qu'effectivement, on est capable de donner des débouchés et des perspectives d'avenir à des jeunes qui aujourd'hui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. Ouais. Il y a une filière autour des métiers manuels, il y a une filière qui est intéressante, c'est l'habitat et cette filière d'isolation thermique. Et je vois qu'on a là-dessus parce que juste 10 secondes quand même. Rappeler qu'on a une université parfaitement en lien direct avec les entreprises qui assure aussi la formation, de l'encadrement, de l'ingénierie de ces entreprises qui ont des métiers manuels et qui font aussi qu'on a une chance en termes d'innovation, d'avoir cette structure recherche-développement mise à disposition des entreprises ici, parce que moyenne université dans une ville moyenne, c'est aussi de très bonnes synergies. Donc, je vais revenir sur cette filière habitat et énergie, en fait, de toute cette, parce qu'en fait, c'est la proposition, alors je vais me la retrouver, la proposition 48, l'habitat zéro carbone. Et en fait, ça relie en fait des métiers qui sont peut-être à créer, à inventer, je sais pas, en tout cas, des métiers manuels. Dans le document de synthèse dont parlait Jean au début. Nous, je sais pas. Juste pour finir, ça rejoint ça rejoint plusieurs choses. C'est de l'économie, mais de la santé. Non, mais il y a un lien qui relie tout ça. Il y a d'autres choses. Je sais. Il serait temps qu'on l'aborde. Oui, mais en tout cas, voilà, la santé et l'emploi, la formation des jeunes, etc. Sur l'habitat, on a mis dans les priorités de synthèse de thérapie Jean un vaste plan de rénovation thermique de l'habitat, parce que c'est un sujet dont on parle depuis 15-20 ans, et on a l'impression que ça n'avance pas rapidement, pas suffisamment rapidement, et qu'au finish, tout ça
Alors, pourquoi ça n'avance? Alors, il y a un intérêt environnemental évident, il y a un intérêt économique, qui sont d'expertise, il y a un intérêt social, car c'est une migration de fonds. Enfin, tout ça est archi connu et ça ne se fait pas. Et on lit de plus en plus d'études qui disent que le coût de rénovation thermique d'un logement peut être compensé par les économiques compte tenu des bateaux d'intérêt qu'on a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Si c'est vraiment ça, pourquoi on n'avance pas? Et donc, parce qu'on a quand même cet horizon 2050 zéro carbone qui est un peu affiché un peu partout, quoi. Donc, nous, on a l'impression que ça avance pas rapidement. Enfin, pas si bien, il y a des tas de choses. Et la plupart des experts disent qu'il faut arrêter de donner des aides pour changer la chaudière, les panneaux solaires, etc., qu'il faut faire renoncer à la rénovation par État et faire de la rénovation globale. Bon, alors, moi, je suis pas expert du tout, quoi, mais quand on dit ça, on se dit, mais il faut qu'on y aille, quoi. Alors, vous y allez? Ouais. Je vais y aller là-dessus parce que ça fait, ça fait 15 ans que moi je travaille dans les énergies renouvelables, que toutes ces questions-là, je les ai portées au sein de la majorité entre 2008 et 2014, sans que franchement je trouve que je sois écouté. Donc j'ai aussi marqué une rupture à un moment sur la question. Oui, effectivement, on n'y va pas assez, ici comme ailleurs. En gros, au niveau national, on dit que chaque année, il faudrait 100 000 logements soient isolés de façon complète et pas que faire quelques bouts. Parce que quand on commence à prendre simplement les premiers kilowattheures, et ben derrière, on tue le gisement pour la suite parce qu'il n'y a plus de rentabilité économique. Donc, notre proposition, c'est de faire que, en rythme de croisière, on fasse l'isolation d'un logement par jour à Lorient quand on sera pleinement lancé. Pour ça, il faut mettre en place des systèmes de tiers investissement qui permettent de porter l'investissement par une structure tiers et la personne rembourse l'équivalent de ce qu'elle gagne en consommation énergétique. Et là, on peut basculer. Dernière chose, on peut isoler avec des matériaux lambda, comme on fait aujourd'hui avec du polystyrène. C'est encore du pétrole, ça a encore des conséquences diverses et variées et globalement pas bonnes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on peut isoler avec des matériaux biosourcés. On a une université qui est spécialiste de ces questions-là. En tout cas, on a des personnes qui sont spécialistes de ces questions-là. Et malheureusement, sur l'Orient, on n'est pas meilleur qu'ailleurs. On pense que patrimoine bâti municipal doit servir comme lieu d'expérimentation pour tester des nouveaux matériaux isolants qui permettront de lancer la filière avec, pourquoi pas, demain, des agriculteurs dans l'arrière-pays qui produiront les matières végétales qu'on transformera sur le territoire et qu'on posera aussi sur les bâtiments de notre territoire. Tout ça, c'est de l'économie et surtout de l'emploi sur le territoire. Oui, nous avons effectivement inscrit comme objectif ambitieux et principal l'autonomie énergétique du territoire en 2050. Donc ça nécessite effectivement un certain nombre de décisions. En termes de production, par exemple, on se prononce pour un effort de recherche massif pour pouvoir aller sur de la production d'hydrogène. Alors, j'ai un excellent colistier derrière, Michel Toubignac, qui en parlerait mieux que moi, parce que je ne prétends pas être un spécialiste de ces questions, mais en tous les cas, on veut s'engager durablement sur cette question. Et puis, il y a la question de la baisse des consommations, et ça passe effectivement par à la fois la rénovation thermique des logements, on est au cœur du sujet, et la construction de bâtiments neufs aujourd'hui, avec le choix, dès à présent, d'aller sur des bâtiments à énergie positive. Parce que c'est aujourd'hui, à partir de 2020, qu'il faut prendre des décisions qui impacteront l'objectif 2050. Quand on parle d'équipement public, nous proposons un PPI, un programme prévisionnel d'investissement pour les écoles et les équipements sportifs, les gymnases par exemple. Ce sont des bâtiments qui doivent bénéficier des dernières normes en termes d'énergie, et donc notamment bâtiments énergie positive. Donc ce sont des choix qu'il faut faire dès maintenant, parce qu'on construit un bâtiment pour 30 à 40 ans. Alors, si on veut. Et ce sera bon pour la facture d'achat des ménages, quand on parle effectivement, c'est un point important. Si on veut être très concret, donc, est-ce que vous prenez l'occasion de plus essayer de faire construire de bâtiments qui ne seraient pas énergie positive pour vous êtes maire de Lorient? Alors, c'est engagé. Hein, c'était une des demandes dans les fiches de l'eau qu'on a fait pour le projet Bodegio, où voilà, c'est engagé. Donc, les promoteurs qui ont été retenus se sont attachés à avoir on s'est attaché à avoir des exigences environnementales de haute qualité sur ces nouveaux projets.
En termes de rénovation, déjà, il y a le parc public, hein, notre patrimoine. Donc ça, et on parlera peut-être mieux quoi, parce qu'il a suivi ça de près. C'est engagé depuis des années, hein, en termes de rénovation, en termes de pose de panneaux photovoltaïques, en termes de transformation de chauffage fuel avec des chauffages à énergie bois. Donc tout ça, on a mis en place une SPL, un bois, justement sur l'agglomération, pour développer ce type de chauffage. Et nous souhaitons engager un vaste plan de rénovation des copropriétés dégradées au centre-ville, parce que nous avons plein de copropriétés privées qui ont du mal à tenir debout, entre guillemets, hein, parce que les syndicats de copropriété, là, des fois, c'est très difficile à les mettre autour de la table et puis de réunir tous les propriétaires et puis d'engager de la rénovation thermique de leurs locaux, de leurs logements. Donc ça va être une priorité forte sur le prochain mandat de rénover l'ensemble des copropriétés dégradées. Sur la rénovation des bâtiments, je suis aussi pour la tendance énergétique le plus vite possible. Je pense que c'est notre objectif, développer au maximum les énergies renouvelables. On a montré la voie à suivre. Sur la rénovation des bâtiments, enfin, on a un devoir d'exemplarité, la municipalité, sur notre patrimoine. Après, ça exige quand même d'avoir une réflexion prospective sur notre patrimoine. La ville de Lorient a un patrimoine de plus de 300 000 m², puisqu'on vient encore de l'étendre. On a acheté à Lorientis, par exemple. On va peut-être récupérer le collège sur le Boutalaire du Bas du Château. On peut aussi s'en dessaisir. On a le patrimoine d'une ville de 100 000 habitants. Pour dire que, d'abord, on fait une étude prospective. Qu'est-ce que l'on rénove et de quel bâtiment on se dessaisit? C'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est qu'on ne rénove pas un bâtiment d'un point de vue énergétique de la même manière s'il a 20 ans, 40 ans, 80 ans ou 150 ans. Donc, on réfléchit aussi. C'est pas systématique, ce que je veux dire. Si j'expose un peu cette vision d'ensemble, c'est que le vrai défi, c'est le renouvellement urbain. On l'a montré depuis 15-20 ans à Lorient. Il faut poursuivre en ce sens. C'est certain que lorsque l'on déconstruit le Déo et qu'on construit l'hôpital du Scorff, l'empreinte carbone, on la divise par 2 avec le nouveau bâtiment. C'est la même chose pour le collège Briseux. Ce sera la même chose qui est rentré avec le collège de Tréfaven. C'est la même chose avec le nouveau centre de secours par rapport à l'ancienne caserne des pompiers. C'est la même chose avec les bâtiments à Carvinamec par rapport aux anciennes tours. Ce sera la même chose sur l'écoquartier de Godéo et au Bois du Château. Donc, c'est le renouvellement urbain. Le renouvellement urbain fait qu'il faut mieux déconstruire des bâtiments plutôt que rénover d'un point de vue thermique, parce que ça permet de disposer de bâtiments qui vont être beaucoup plus fonctionnels, qui vont avoir toutes les normes d'accessibilité et qui seront des bâtiments à énergie positive dans la mesure du possible. Donc ça, c'est une vraie réflexion. Les bâtiments que l'on garde, bien sûr, il faut les rénover. Donc je suis pour rénover, mais toujours avoir cette réflexion. Il nous reste quoi? Ah non, mais il y a encore des thèmes. Des thèmes, ouais, je sais, mais de toute façon, il reste un quart d'heure. Il y a quand même un thème. Allez-y, parce que je vois que vous êtes énervé là sur le côté. Là, ça va. On a qualifié de fil rouge, donc un fil rouge, a priori, devrait permettre Moi, je n'ai pas eu fil rouge, là. de passer en revue beaucoup de sujets qui viennent d'être abordés avec l'habitat, l'agriculture qu'on a à peine abordée. Non, mais on va finir. On devait finir par l'agriculture. Non, mais s'il te plaît, ne m'interromps pas, parce que sinon, on ne pourra pas y arriver. Je veux dire que il y a un état d'esprit, voilà, qui permet d'aborder beaucoup de sujets avec une même approche. Alors que là, on a des approches qui sont spécifiques, d'accord? On est en campagne électorale, donc il y a des approches différentes, forcément. Non, mais on va pas y arriver. Cet état d'esprit, s'il te plaît, cet état d'esprit, c'est la prévention. Et le mot prévention, j'ai regardé vos programmes, je l'ai pas vu, le mot. Et c'est significatif quand même, justement, de beaucoup de choses. Or, là, il y a au moins un consensus. Non, mais le mot prévention, Damien. Et tout ce qui décline de la prévention que l'on applique quand on s'occupe d'habitat, quand on s'occupe d'agriculture, quand on s'occupe de la qualité de l'air. Enfin, si on a le souci de la qualité de l'air, eh bien, ça renvoie actuellement au déchargement de certains cargos qui sont extrêmement polluants, etc., etc. Tous les domaines sont concernés par cet esprit de prévention. Or,
La prévention, tout le monde a vu à quel point c'était important. C'est un des enseignements à tirer de la crise sanitaire, d'accord? Et là, il y a au moins un consensus là dans tout le programme, c'est de tirer des enseignements de cette crise. On ne peut pas recommencer comme avant. Il faut relancer l'économie, certes, mais comment? Or, on est très inquiet quand on voit un peu ce qui se passe un peu partout et notamment au niveau national, quoi. Est-ce qu'à Lorient, on va recommencer comme avant ou est-ce qu'on va faire différemment? Ça, c'est la question. Et en fonction, on dit, du climatique et la prévention sanitaire environnementale. La santé est liée à l'environnement. On a vu qu'avec la crise du Covid, la majorité des victimes, c'était des victimes, des gens qui avaient déjà d'autres problèmes de santé. On a parlé de comorbidité, d'accord, hein, j'en parle dans les détails. Donc, ça renvoie à une mauvaise santé liée à la façon de vivre dans un environnement qui n'est pas très sain, d'accord. Ça a du sens. Donc, la question, c'est comment redémarrer, hein, faire marcher l'économie, autrement dit, tout en cessant de générer des facteurs de risque qui fragilisent la population, et particulièrement ceux qui sont les plus précaires, parce qu'il y a une inégalité sanitaire liée à l'environnement qui est liée au social. Hein. Les plus précaires sont les plus victimes pour un même environnement. Et celui qui a des moyens va être moins victime. Il y a plein de raisons pour ça. Et il ne s'agit pas de l'aborder. Mais vous, par contre, dans vos décisions, ça doit conditionner vos choix. D'accord? Et pour cela, il existe un diagnostic local santé-environnement ici à Lorient. C'est un outil et nous sommes les premiers à l'avoir en Bretagne, quasiment en France. D'accord? Or, depuis qu'il a été remis par l'ARS à l'agglo, en mai 2017, ça commence à compter, eh bien, l'outil est resté quelque part dans un placard. On n'a pas, il ne s'est pas traduit en plan d'action santé-environnement. À partir des données du diagnostic qui relèvent les principaux facteurs de risque, on vous donne des pistes d'action pour mettre en œuvre un plan d'action santé-environnement tout en travaillant, tout en produisant, etc. On réduit les facteurs de risque existants, voire on arrête d'en générer. Est-ce que vous connaissez... La question, c'est quoi? C'est est-ce qu'ils vont prendre... Non, mais la question, c'est quoi? C'est bien. Mais justement, j'allais venir pour ça. Première, il y a deux parties dans la question. Est-ce que vous avez pris connaissance du diagnostic local santé environnement? Est-ce que vous voyez ce que vous pouvez en faire? Et deuxième question, est-ce que cet esprit de prévention, qui n'est pas la précaution, va effectivement être un fil rouge pour vous, pour votre politique sur ces 6 prochaines années? Voilà. Et ça concerne tous les domaines, tous les dossiers. C'est vaste, donc y répondre en quelques minutes sera difficile. Moi, je crois que... Eh ben oui, je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Mais surtout qu'on en a parlé tout le long de... Non, on n'en a pas parlé. D'abord, sur le diagnostic même, pour être clair, c'est pour ça que je regrette que les travaux du CDPL n'aient pas été systématiquement envoyés aux élus du SOM. Il y a de toute évidence une meilleure connaissance avant le diagnostic que ça n'est le cas aujourd'hui. En tout cas, moi, je demande à être mieux informé. Donc, le premier engagement que je peux prendre, en tout cas, c'est que si les orientés me font confiance, très vite. Ça, je suis pas prêt à faire le lien, parce que c'était un peu à l'origine de ça. Effectivement, on a certainement beaucoup d'enseignements positifs à tirer dans des diagnostics qui impactent l'ensemble des politiques publiques. On a bien compris. On parle là de l'alimentation globale de la population dans nos écoles, pour revenir sur nos politiques municipales, la question du sport, des activités physiques dans la ville, la question des transports, de la vie en ville, de la vie urbaine, globalement. Donc, on voit bien tous les impacts que ça peut avoir. Donc, ça, c'est la question de l'information, puis la question de l'anticipation. Je regrette globalement que sur cette question, on est insuffisamment anticipé un certain nombre d'évolutions. Si on est tous en train de prendre des engagements en termes de transition écologique aujourd'hui, c'est que peu de choses finalement ont été faites. On a fait le constat sur l'habitat ces dernières années. Donc c'est aussi la question d'anticipation. Et là aussi, je crois que cette campagne aura été salutaire de ce point de vue-là. On est encore une fois tous en train de prendre des engagements importants. Dernier point, un dernier élément de réponse. Oui, l'économie, c'est important. Bien sûr que l'économie, c'est important. Il faudra une croissance plus vertueuse. Vous dire aujourd'hui qu'on ne verra demain que le prisme de la création d'emplois, de la relance économique sous l'angle de la santé de l'environnement, ce serait présomptueux. Il faut l'aborder, il faut le faire, mais une politique, le choix des politiques est toujours un choix, un arbitrage. Et donc c'est l'arbitrage entre la relance nécessaire de l'économie, on a des concitoyens qui attendent demain d'être rassurés sur les emplois qu'ils pourront conserver, sur le pouvoir d'achat qui sera de leur,
Et puis, ces questions importantes qui sont nées de la crise sanitaire et qu'il va falloir intégrer dans nos politiques publiques. En tout cas, c'est bien l'engagement de Je partage vos orientations et je pense même que c'est déjà un peu le mode opératoire de nos politiques depuis plusieurs années. En tout cas, moi, celle que j'ai pu mener depuis 6 ans sur la transition énergétique à travers notre plan climat, air, énergie territoriale, c'est exactement ce que l'on recherche. Tout ce que l'on fait vise à baisser l'empreinte carbone à la fois de la mairie et des activités à Lorient et à améliorer la qualité de l'air dans tout domaine, à la fois quand on développe les énergies renouvelables, quand on fait le choix d'une économie circulaire, on vise 100% de nos bâtiments municipaux, par exemple, chauffés au bois avec un approvisionnement 100% local. On en a fini avec le chauffage au fioul, qui est le plus polluant. Il reste que celui du musée de la Compagnie des Indes. Le plan de végétalisation, on a doublé la surface forestière de la commune sur ce mandat. Il faut la tripler pour là aussi avoir des climatiseurs naturels et des purificateurs d'air. C'est le travail que l'on fait avec différents industriels. Ici, il va y avoir une future STEP, une station de traitement des eaux usées du port de pêche aussi pour tout ce qui repart dans l'océan, que ce soit traité avant. Tout le travail qui a été fait sur les compacteurs de polystyrène de port de pêche, tout ce travail, il vise à être beaucoup plus vertueux qu'auparavant. Il y a le travail sur l'alimentaire que l'on fait. Au niveau de la mairie de Lorient, c'est pour la municipalité, l'approvisionnement pour les cantines. On est à 40% de produits bio et à 90% de produits bretons. C'est aussi réduire l'empreinte carbone et faire le choix de produits de qualité. Parce que le travail de prévention, c'est un travail d'éducation. C'est dès le plus jeune âge. Pour moi, sur la prévention aujourd'hui santé, il y a 3 grands aspects. Que je vois ça au niveau au moins plus jeune. Il y a la qualité alimentaire, il y a l'alcool, qui est quand même un vrai sujet ici, et il y a les produits stupéfiants, qui en plus génèrent un trafic, parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs. On a un gros travail à faire là-dessus, plutôt que de constater les faits divers du jeudi. Voilà. Juste un petit point, c'est important, au sujet de l'approvisionnement en produits bio de la cuisine centrale. Vous savez, c'était à l'origine des menus tout bio en 98, ça fait plus de 20 ans, et très très rapidement, la cuisine centrale, évidemment, a suivi le Crous et est arrivée à 20-30% de commandes bio. Et maintenant, ça fait un bon moment qu'on n'arrive pas parce qu'on fait le choix d'approvisionnement. Voilà. Oui, je sais. Oui, mais disons, il y a la solution, elle passe par la mise en commun des commandes de marché public et faire jouer la dynamique de l'agglo. Oui. Or, il faut une offre de production locale. Voilà, exactement. Il y a Bruno Blanchard qui Oui. Non, mais Monsieur Blanchard, là, on c'est que l'agglo ne fonctionne pas comme une agglo concernant des marchés publics. Or, le levier économique, là, est fondamental pour encourager les reconversions à l'agroécologie et à la bio localement. Pour justement faire du bio et du local davantage. D'accord? Vous êtes d'accord? Sur l'alimentation et l'agriculture. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que ça me permet d'enchaîner comme ça. Mais je voudrais revenir aussi sur ce que disait Fabrice, mais ça s'est développé en termes de santé publique. Il y a l'activité physique. Et ça, on n'en parle pas assez, on ne l'avait pas assez en avant. Et je pense qu'on a commencé à mettre à la ville de Lorient des itinéraires santé. Ça sur le bois du château et sur le parc du Vinzu et sur le Carré d'Anec, des 3 parcs. Donc je pense aussi c'est en aménageant l'espace public pour permettre la pratique physique, en fin de compte, de reprendre une activité physique. Ça a des incidences aussi sur la santé publique. Donc, je suis très attaché au sport parce que j'ai pratiqué le sport assez longtemps et à haut niveau. Et je pense que c'est un équilibre de santé publique. Donc, on doit réamener nos enfants, nos jeunes, des familles, des parents qui ne font plus d'activité physique. Je parle pas de sportive, mais de reprendre une activité physique, ne serait-ce que de marcher, une demi-heure par jour, etc. Donc, voilà, donc on a une démarche aussi vertueuse à aller. Il y a des aménagements qui ont été faits qui font partie du bilan très positif de la ville. Prévention, alimentation, santé. Juste dire que d'abord dans le programme, on parle de la mise en place d'un plan d'action à l'échelle de l'agglomération suite au diagnostic. Vous l'avez bien identifié, on considère que le diagnostic c'est bien, mais effectivement il doit servir. Il faut un plan derrière. À exactement mettre un plan d'action. Donc on s'y engage.
c'est clair, on a identifié bien ce sujet-là. Moi, je considère que l'ensemble, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué sur l'histoire de prévention, c'est que pour moi, l'ensemble de notre projet est un projet de transition qui permet de travailler et d'améliorer la question de la santé, puisque en réalité, si on met moins de produits chimiques dans les champs, c'est aussi de la prévention, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et peut-être aussi transformer l'agriculture à l'échelle de la Bretagne, de façon à ce qu'on arrête de décharger du soja issu d'Amérique du Sud, produit en recevant en permanence du glyphosate qu'on trouve dans l'alimentation des animaux, et ainsi de suite. Donc c'est un sujet vaste, mais pour nous, il est au cœur même de notre projet. On a construit notre projet autour de ces questions-là et de ces convictions profondes que, en fait, le mode de vie qu'on a adopté est un mode de vie qui nous rend globalement malades. C'est aussi pour ça que l'on voit un ensemble de maladies exploser de plus en plus. Donc, c'est clairement une conviction et on travaillera à transformer et cette question des transitions. Et juste sur la bio, pour dire que effectivement, on est dans une évolution très faible en fait de la part du bio dans la restauration collective à Lorient depuis pas mal d'années, autour de 35. Voilà, nous on s'engage à doubler sur le mandat. Et pour doubler sur le mandat, il faut travailler sur des outils structurants à l'échelle de l'agglomération. Et donc, ça peut être une des outils, une conserverie, des choses comme ça qui permettent en fait de faire de l'achat groupé, aussi de faire un appel de produits sur le territoire de façon à ce que les agriculteurs s'installent en bio, se transforment pour aller vers l'agriculture biologique. Ça demande aussi de la formation, ça demande aussi des lieux d'apprentissage et de mise en œuvre. Hein. C'est pour ça qu'on propose une coopérative d'installation en agriculture paysanne. Donc, il faut des outils structurants. Autrement, effectivement, on sera cantonné à dire on ne trouve pas sur le territoire. Mais pour trouver, il faut mettre en œuvre des actions. Oui, rapidement, parce qu'après, il y avait une question là-bas sur les mobilités, parce qu'on devait aborder le sujet des mobilités, et là, le temps passe, et ça fait partie du pour montrer que, par exemple, le port de commerce est tout à fait prêt à se diversifier en bio, en nutrition humaine et animale, mais pour montrer que ça relève aussi quelquefois de décisions nationales et de réglementations tatillonnes, on sait que le développement de l'approvisionnement en produits bio bloque aujourd'hui aussi pour des raisons administratives, des raisons réglementaires, liées au fait que l'État ne met pas les moyens, notamment en matière de... Justement, un point important. Et donc, c'est un point on va finir sur la mobilité. Parce que ça montre que l'État a besoin de se réformer et d'aider les acteurs locaux à vouloir aller dans les directions. Non, mais je rebondis là-dessus, c'est très important. Le fait d'intégrer dans sa politique ouvertement et de le faire valoir au niveau national que ici, on associe la prévention sanitaire liée à tous les domaines, ça vous fera gagner en compétences. Parce que vous risquez de vous faire retoquer en disant, mais les ALO, le local n'a pas compétence dans le maintien de la santé. Et là, l'ARS nous l'a dit lorsqu'elle a rendu le diagnostic. Elle a dit, ça vous fera gagner en compétences et on sera là pour vous accompagner pour gagner en compétences. Parce que ce soit pour la santé ou bien d'autres domaines, il y a très peu de compétences qui sont reconnues au local, aux collectivités territoriales. Et ça, c'est un très, très gros problème. On va finir sur la mobilité. Oui, ok, d'accord. Bah, alors, une question. Ma question. Ouais, allez-y. D'abord, savoir quelles seraient vos priorités au niveau des transports, justement, sur l'Orient. Et puis, revenir avec deux mesures phares qui étaient dans les propositions. Que pensez-vous du tramway de l'Orient et de la gratuité dans les 87 propositions. Voilà, et de la gratuité dans les transports. Voilà, j'ai tout groupé comme ça. Comme ça. Alors, bien sûr, il y a quand même 3 réponses. Hein, il y a 3. Les mobilités de manière générale, et plus précisément sur des projets en particulier, le tramway. Je vais commencer. Je rejoins 2 de propositions aussi dans notre projet. La question d'une réflexion à l'échelle de l'agglomération sur un tramway, un outil structurant qui change réellement la façon de se mouvoir sur les mobilités sur le territoire. On pense aussi que en vrai, la crise actuelle peut être une opportunité avec un plan de relance européen de 750 milliards qui va être pas mal axé sur la question des transitions. Et donc, peut-être que c'est le moment, en tout cas, c'est le moment de faire une étude et c'est le moment de possiblement aller chercher de l'argent pour structurer vraiment le changement de mobilité sur le territoire à travers un travail. Voilà. Sur la question de la gratuité, nous aussi, on pense qu'il faut faire en tout cas
une étude au début du mandat pour voir quel type de gratuité, est-ce que c'est soutenable et les impacts que ça aurait. C'est-à-dire que il y a eu des gratuités qui ont été mises en œuvre, qui ont généré du report modal en gros, de la marche à pied, du vélo vers le transport en commun. Aucun intérêt. Il faut vraiment qu'on travaille à d'abord un système de transport en commun, une organisation qui soit réformée avec des parkings relais, ce genre de choses, voir effectivement si un tramway est possible à l'intérieur de ça. Et après, quel type de gratuité? Est-ce que c'est une gratuité totale? Est-ce que c'est pour un certain temps? Est-ce que c'est certains jours? Permet effectivement d'obtenir cette efficacité-là, c'est-à-dire vraiment le report modal de la voiture vers les transports en commun. Dernière chose, on pense que l'outil vélo est hyper efficace en outil de mobilité du quotidien et pas vu comme on l'a trop vu en France comme un système sympathique pour se déplacer dimanche pour aller chercher son pain. C'est vraiment efficace. La moitié des déplacements en France, 25 km, ça peut être extrêmement puissant en termes de report modal. Pour ça, il faut des infrastructures cohérentes et sécurisantes, ce qu'on n'a pas suffisamment sur le territoire. On peut dire qu'on est pas mal au niveau échelle nationale, mais l'échelle nationale est une échelle qui est pas bonne. Il faut regarder vraiment à l'échelle européenne, plutôt les pays nordiques pour voir ce qui se fait bien. Et donc, on pense que l'agglomération doit prendre une compétence sur un schéma cyclable et financerait en partie ce schéma cyclable de façon à avoir une cohérence à l'échelle de l'agglomération. Je précise bien que le tramway de Lorient, c'est pas un tramway comme dans une grande ville. Non, je vais préciser là. C'est la gare SNCF. C'est un projet d'ailleurs qui a été déjà à l'échelle de l'agglomération. Il existe déjà. C'est pas le même coût, c'est ça que je veux dire. Oui, mais je pense que dans ce cas-là, il faut regarder le long terme et de se dire que s'il faut s'endetter sur 30 ans, 40 ans et transformer les mobilités sur le territoire, ça vaut. Oui, d'abord noter que le Triskel, malheureusement, n'a pas eu les effets escomptés, malgré un investissement public relativement lourd. On parle du tramway, je l'ai dit tout à l'heure, je rejoins assez pour le Gérard. On a quand même dépensé 70 millions d'euros pour une infrastructure qui aujourd'hui n'a pas les résultats escomptés en termes d'augmentation de nos déplacements. On a stabilisé dans nos déplacements, on a créé un certain nombre de problématiques dans la ville, mais on n'a pas réglé la question des mobilités et des déplacements de transport collectif dans la ville. Donc nous, on se prononce pour la mise en place d'un schéma de mobilité qui est intermodal d'ailleurs. Souhaitons effectivement que chaque mode ait sa place au bon endroit dans l'agglomération. Il y a des liaisons qui doivent être en priorité routière quand on est dans l'arrière-pays de l'agglomération, et puis des liaisons qui, au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de l'agglomération, doivent évidemment donner la priorité au transport collectif. C'est là que nous pensons qu'il faut une politique des transports du quotidien. Pourquoi avez-nous attendu aussi longtemps pour créer ces parkings relais qui sont nécessaires aux limites de Lorient pour inciter les automobilistes à se rabattre sur le réseau de transport avec des tarifications avantageuses comme ça se passe aujourd'hui à Rennes, Nantes, voire même à Vannes maintenant. Nous avons besoin de favoriser le covoiturage, de favoriser l'autopartage. On rejoint évidemment l'idée du plan vélo structuré au niveau de l'agglomération. Et puis, puisque nous sommes à ce schéma des mobilités, il faut étudier. On aime assez aussi l'idée du tramway urbain qui a l'avantage d'apporter des solutions très structurelles en termes de déplacement, puis aussi de changer le visage de l'agglomération et d'une ville et d'un point de vue. Donc, oui, je comprends que vous soyez attentive aux données publiques, et on l'est en général, mais je rejoins l'idée qu'il y a des financements européens importants qui vont tomber et qu'il faut en tous les cas mettre à l'étude de manière ambitieuse cette affaire de tramway qui peut tout à fait changer vraiment l'aménagement urbain de la ville. Et puis dernière chose sur la tarification, on va développer beaucoup, mais sur la tarification des transports, nous on s'est prononcé non pas pour une étude là pour le coup, mais pour une vraie expérimentation du transport gratuit le samedi. C'est une mesure de notre point de vue qui effectivement fait la promotion de l'utilisation des transports collectifs. C'est une mesure qui rejoint nos préoccupations de santé. Tout à fait. On est en plein dans le sujet. On est dedans. Alors, simplement, on a un enjeu financier tel derrière que nous, on souhaite l'expérimenter d'abord sur le samedi, qui nous paraît être la journée un peu emblématique, quand on veut, en famille, se déplacer, notamment en cœur de l'agglomération, au centre-ville, pour pouvoir déambuler, profiter de notre centre-ville qui sera de nouveau animé et qui donnera envie de s'y rendre. Et puis donc, la question d'attractivité commerciale également, qui pourrait remplir ce bus gratuit le samedi.
Au-delà de ça, ce que nous voulons, c'est vraiment favoriser l'utilisation des transports collectifs par les actifs. C'est pour ça qu'en termes de tarification, la tarification solidaire, par exemple, ne remplit pas tous les objectifs. Elle n'a pas pour objectif de favoriser l'utilisation par les actifs des transports collectifs pour se rendre sur leur lieu de travail. Il faudra développer à la fois des modes de déplacement et des modes de tarification qui permettent vraiment d'inciter ceux qui vont au travail le matin et le soir d'utiliser les transports collectifs qui peuvent être effectivement le bus, le bateau-bus, pourquoi pas. Vous voyez, donc il y a de multiples solutions modales et il faut aller beaucoup plus loin pour inciter nos concitoyens à utiliser les transports collectifs. Oui, en termes de mobilité déjà, sur l'Orient. Déjà, la mise en route est lancée, on généralise la ville à 30 km/h. Voilà, c'est un axe fort d'apaisement de la circulation pour permettre justement aux déplacements doux, aux mobilités actives de se déplacer plus en sécurité. Bien sûr, on a mis en place notre schéma directeur des modes actifs en 2016, donc on va le continuer à renforcer la place du vélo sur des axes stratégiques. On a déjà sorti il y a 2 ans le plan Pocket Vélo avec 9 lignes qui traversent l'Orient, donc on doit aller plus loin. En termes de mobilité, mais ça on n'en a pas parlé, mais il y a le renouvellement de la flotte de bus aussi. Aujourd'hui, il y a 90 bus. Donc on doit aller vers un renouvellement complet de la flotte avec des énergies propres. Demain, bus hydrogène. Voilà. Alors, est-ce que ça sera l'hydrogène? Est-ce que ça sera l'électrique en centre-ville? Oui, donc voilà. Donc, je pense qu'il y a là-dessus, tout est ouvert dans la discussion. Concernant ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Le Tram, mais vous parliez dans les 87 propositions, le tram, c'est de la gare SNCF, la gare maritime sur la voie ferrée, qui aujourd'hui appartient toujours à Réseau Ferré de France. Donc, bien sûr, c'est un axe intéressant. On pourrait regarder, bien sûr, avoir une navette électrique sur un axe. Oui, bien sûr. Et puis, c'est stratégique avec un passage à l'UBS jusqu'à la gare maritime. Donc, bien sûr, il y a tous ces axes-là à travailler. Après, la gratuité. Moi, je suis pas favorable le samedi, parce que le samedi, c'est là où il y a le plus de place à Lorient pour se garer. Alors, pensez bien que les gens qui vont faire leurs courses, qui viennent de l'extérieur, ils vont reprendre le bus pour aller faire leurs achats. Ils vont prendre leur voiture, parce qu'on se gare facilement, quoi qu'on en dise, le samedi à Lorient, peut-être, et moins facilement en semaine. Donc, je pense que la réflexion, s'il y a une réflexion sur la gratuité, c'est pour les actifs, sur peut-être des horaires précis ou une journée dans la semaine pour inciter justement les actifs qui vont travailler à Lorient, qui viennent de l'extérieur, qui viennent sur Lorient, à prendre des transports en commun. Et puis, on n'en parle pas, mais il y a le TER aussi. On a un TER Gestel, Hennebont, Lorient. Aujourd'hui, peut-être Hennebont, Lorient en 7 minutes. Et à mon avis, c'est un axe aussi en termes de mobilité à renforcer avec peut-être des parkings relais, mais qu'on parle de parking relais sur ces espaces-là. C'est une proposition qu'on a faite sur les 86 cités. Tout le temps qu'on en parle. Les parkings relais, ça c'est Longtemps. c'est la deuxième. Poursuivre, on l'a dit, à la fois une circulation apaisée en centre urbain, ce que l'on fait, c'est-à-dire réduire la vitesse à la place de la voiture, augmenter la place du vélo. Il y a eu beaucoup d'aménagements de fait, il faut poursuivre, il faut un schéma global à l'échelle de l'agglo qui recolle ce que fait chaque commune, ça je suis entièrement d'accord. Je propose peut-être 2 autoroutes à vélo, c'est-à-dire 2 grands axes qui permettent une circulation. On ferme une rue qui est 100% dédiée à vélo et qui permet de créer des grands axes de déplacement à la fois rapides et sécurisés. Ensuite, je pense qu'il faut, sur le tramway, ça dépend de quoi on parle. Un tramway, dans l'immédiat, je dirais, on n'a pas les moyens. Un tramway, c'est 22 millions par kilomètre. 22 millions d'euros. Sauf si on a des super financements. Donc, s'il y a des financements, ça change rien. Mais on ne peut pas m'engager sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Si c'est la voie qui relie le port à la gare, c'est différent. Là, on peut avoir une navette ferrée qui peut desservir. Ensuite, je pense qu'il faut accompagner également certains secteurs. Je pense au transport routier. C'est quand même plus de 600 camions jour sur la desserte portuaire. On est un bassin d'emploi industriel. Rapidement les accompagner à la fois par la production et l'accompagnement des transporteurs pour des camions qui roulent ou à l'hydrogène ou au biogaz, c'est-à-dire réduire considérablement leur empreinte carbone,
De la même manière, la flotte des bus, là, c'est un budget. Tout, hein, l'équipement des bus, c'est l'agglo, c'est un énorme budget. Mais si on les passe en biogaz, et puis on réduit de fait l'empreinte carbone. Un bus, c'est 25 voitures. Un camion, c'est 40 voitures. Donc, il faut aller très vite sur ces deux priorités. Et il y a quand même, il faut réfléchir au schéma de circulation globale également au Pays de Lorient. Je pense qu'à 10-20 ans, il va se poser l'accessibilité à Lorient. On a 3 axes d'entrée à Lorient, la Lestère, la dessert portuaire et le Morbihan. Il y a des voitures qui, tous les jours, font le tour de Port-Louis, qui vont faire 2 fois 25 km, 50 km par jour. On n'a pas les moyens de faire un pont ou un tunnel. On peut réfléchir, je lancerai une étude sur un bac Transrad. Il faut regarder s'il y a un intérêt et éviter à des centaines de voitures de faire le tour tous les jours, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de leur voiture. Il y a ceux qui prennent le bateau et les vedettes de Port-Louis, de Piquet, mais avec les vélos, mais il y a aussi ceux qui ont besoin de voitures. Donc il faut penser, je pense, à 10-20 ans, les modes de transport pour l'accès à Lorient, qui reste un bassin quand même d'emploi très important, et on pense à la zone portuaire, et accompagner chaque mobilité sur la transition au niveau énergétique. Voilà. Très bien. Sarah, peut-être. Sarah. Non, mais je voulais juste peut-être pour rebondir sur la fréquence des bus, parce que c'est surtout, on parle de la gratuité évidemment, mais je sais que j'habite à côté de Kéroc, et la fréquence des bus, c'est juste impossible que je me rende à mon travail, et alors que j'avais imaginé pourquoi pas prendre mon vélo, peut-être monter dans le bus et ensuite descendre avec le vélo. Mais vous parlez de la flotte des bus qui doit être renouvelée, est-ce que c'est quelque chose qui a l'étude d'avoir un rack avec les vélos, enfin, dans le style multimodal. Comme sur les bateaux-bus, la place du vélo plus importante. Pourquoi ça n'a pas été intégré dans le contrat de concession de la DSP qui a été renouvelé il y a quand même quelques mois. Enfin, on a été un certain nombre à poser la question des horaires de dessert, des zones d'emploi. Moi, à Kéroc, c'est pour vous votre zone de résidence, mais des zones d'emploi qui n'a pas été très très bien conçue. Puisqu'on fait le lien avec la vie citoyen, on a été un certain nombre de conseils communautaires à regretter qu'il n'y ait pas eu à un moment ou à un autre un vrai comité d'usagers pour être associé à un moment ou à un autre la définition des horaires, la définition des desserts. Et ça a manqué terriblement. Je crois que des leçons que nous pouvons tirer de cet épisode-là, c'est qu'il faut là aussi remettre du citoyen dans les décisions publiques. En matière de transport collectif, ça paraît évident, parce que c'est nous qui sommes concernés au premier chef. Oui, moi, simplement, parce que là, il est débordé, simplement, je voudrais qu'on parle de deux choses. C'est-à-dire que finalement, on parle de la ville de Lorient, on a quand même pas mal parlé de l'agglo, on a parlé de mobilité. Aujourd'hui, avec la loi LOM, qui est la loi sur la mobilité, on parle bassin de mobilité, qui est beaucoup plus large que ça. C'est le Pays de Lorient, qui est le bassin de mobilité, puisque c'est le bassin d'emploi. Prochainement, il va y avoir des négociations qui vont s'opérer avec le conseil régional. Comment vous voyez les choses? Parce que le conseil régional, est-ce qu'il va négocier avec chaque EPCI, ou est-ce qu'il est en train de réfléchir aujourd'hui à ça? Est-ce qu'il négocie avec chaque EPCI, avec des territoires pertinents, notamment on a un bassin de vie, et puis un bassin de vie, c'est le Pays de Lorient avec peut-être un territoire de projet. Comment vous avancez en tant que Lorient, évidemment, puisque vous êtes un acteur important de Lorient Agglo, et plus largement sur le bassin, sur le Pays de Lorient, et voilà. Parce que j'ai bien entendu ce que disait aujourd'hui la région. J'ai participé à un CTEF, un comité technique emploi formation. On voit bien que l'accélération de la transition est là, qu'il y a eu la Brescope, il y a eu le Stradet qui a été mis en place, il y a des négociations qui vont s'opérer, et ces négociations, elles peuvent se faire EPCI par EPCI ou sur un territoire pertinent, qui est un territoire de vie. Bon, je ne dis pas que le Lorient Agglo n'est pas pertinent. Quel est le bon faut pas me faire dire. On a parlé avec le conseil régional de la liaison Lorient-Saint-Brieuc, par repéré, le serpent de mer également. On n'a jamais réglé. Il y a pourtant sa pertinence, notamment en termes économiques, pour je vais aller à l'OTH vendredi. Voilà, là, un territoire pertinent, en l'occurrence, serait plutôt celui de l'axe nord-sud de Bretagne. 2 heures. 2 heures. Il n'y a rien. La sortie du confinement, je ne vais pas. Si vous voulez mon opinion, je pense que si on parle, par exemple, de fusion des EPCI,
Sachant que depuis le départ, on n'est pas sur le territoire de l'Orient. Moi, je ne suis pas favorable à Non, mais l'intégration. voilà, c'est mon boulot à moi, en tant que président du Conseil de développement, de vous poser la question, parce que c'est des négociations qui vont arriver. Par contre, Et nous, il faut on parler en va termes de donner des coopération. avis aussi. Il faut parler en termes de coopération. Coopération en termes de mobilité, il y a des évidences là, qui étaient avec notamment le pays de Quimperlé. On parlait hier avec les acteurs économiques importants du pays de l'Orient et du Morbihan. Par exemple, en termes d'économie, hein, c'est un autre sujet, on doit pouvoir raisonner sur l'arc sud-Bretagne. Hein, on vient à une vieille idée. Les coopérations entre l'Orient, Vannes, peut-être en remontant jusqu'à Quimper et jusqu'à Saint-Nazaire pour peser économiquement face à la métropolisation à outrance de Rennes et de Nantes. Enfin, on a des intérêts économiques communs. Donc, il faut plutôt raisonner en termes de coopération entre territoires. Moi, les mécanos institutionnels, on finit par perdre aussi le point de vue du citoyen, parce qu'on perd la proximité. Moi, je ne suis pas favorable. Donc, mais les coopérations, oui, de toute évidence. Non, mais l'analyse de l'or sur les déplacements est quand même très claire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un bassin de mobilité. Bien sûr. On va bien répondre à ça. Et un bassin d'emploi qui est problème. Les coopérations, déjà commencé. Les embouteillages, je la vois express ce matin de Quimperlé. Je pense que Voilà, il faut que chacun s'exprime là-dessus. l'Orient ne sera jamais une métropole, on n'a pas les capacités, on n'aura pas les compétences d'une métropole. Néanmoins, on peut travailler en métropole de réseau avec ça, avec Quimper, c'est-à-dire se mettre en commun à un moment donné des compétences pour avoir un développement qui soit collectif et que ce soit du gagnant-gagnant. Ensuite, on peut avoir des collaborations. Par exemple, on va essayer de voir. On a accusé les locales pour développer des réseaux de chaleur renouvelables. Et parce que le périmètre est perturbé. Ensuite, sur une politique de Bretagne Sud touristique, par exemple, l'aéroport de Landivoué, qui est en Nouvelle-Zélande, est relégitimé pour être l'aéroport du Morbihan. Au moins, il faut se battre avec le ministère, la DGSE et Air France, et Air France qui fait la loi par rapport à ça, mais néanmoins, on voit bien que dans un paysage qui bouge beaucoup, aujourd'hui, l'aéroport doit être l'aéroport du Morbihan. Donc, je pense qu'il y a des collaborations à avoir d'après les sujets, que ce soit développement économique, développement touristique, transition énergétique, politique de mobilité. Pour conclure, parce que là, on a dépassé, on a exposé un peu le sujet-là. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'on améliore au moins le mode de gouvernance de l'agglomération. Avant de commencer à imaginer des temps, on a été sur une agglomération où à chaque fois on avait ce cumul d'abord du maire de la ville centre avec la présidence de l'agglomération. En sens, c'est pour sortir de ça. C'est pour ça que moi je me suis engagé à pas candidater à la présidence de l'agglomération si j'étais élu maire de Lorient, de façon aussi à avoir une gouvernance qui permette à l'ensemble de ce territoire de vivre l'agglomération comme un outil de cohérence à l'échelle du territoire et avoir un projet pour l'ensemble du territoire et pas avoir une agglomération qui est un guichet sur lequel on vient chercher les quelques sous pour son projet, y compris si on est en concurrence avec le voisin. Et après, effectivement, sans de façon assez homogène à ce qui a été dit, oui, coopération quand c'est pertinent, effectivement, sur la question de mobilité, c'est pertinent d'être dans cette coopération-là et sur d'autres sujets aussi. Donc, j'ai mis le temps pas. Conclure. On est assez d'accord sur la coopération, mais elle existe déjà avec les communautés sur différents secteurs, donc elle doit être renforcée. Et sur les mobilités, bien entendu, s'il doit y avoir une discussion avec la région, ça me paraît incontournable d'être dans cette coopération. Voilà. Pour conclure, peut-être la gouvernance de l'aglo, pour revenir sur ce que vient de dire Gérard, je crois que le mot qui s'impose pour l'Orient, c'est respectons nos collègues des autres communes, respectons les maires, les autres conseillers communautaires, finalement les autres citoyens avant de prendre des décisions par nous-mêmes. Ça veut dire qu'avant de décider qui doit être demain le président de l'agglomération, c'est un projet de territoire qu'on doit définir ensemble. Et ensuite, c'est une discussion ouverte que nous devons avoir avec les collègues maires et les collègues conseillers communautaires de programmation de l'Orient. On sait ce que ça a donné. C'est plutôt mal vu aujourd'hui. On a plutôt besoin de travailler justement en mode coopératif plutôt qu'en mode imposition ici. Donc le mot qui s'imposerait, je vais le dire en conclusion, c'est respect.
Oui, c'est pas manquer de respect que d'avoir une volonté politique. Moi, je ne cache pas que effectivement, vers l'Orient, je solliciterai la présence de l'agro. En contexte actuel qui impose à un moment donné de créer un élan, on a besoin de tout le monde, et il faut une volonté politique, il faut vouloir incarner quelque chose sans pour autant être irrespectueux. Très bien. Juste en termes de respect, je je mets une petite pièce dans la machine et juste pour finir, moi j'ai été étonné que Fabrice Loher propose ou impose des vice-présidents en disant voilà, Non, du tout, voilà, il y aura un tel, un tel et un tel. Vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus, ce sont des propositions. Moi je trouve que Je l'ai bien dit à la presse, justement, avec la notion de respect. Pour conclure, le dernier mot sera pour le dans la Blanchard. sérénité, on serait favorable, et je l'ai dit hier, à une gouvernance partagée, parce que je pense que demain, l'important, ce sera le développement du territoire et la réussite du territoire. Eh bien, c'est que nous, c'est l'anti-Norbert. c'est la discontinuité. Merci à vous. Je suis désolé. On s'est pas compris, désolé. On s'est pas compris, désolé. Mais On avait un temps de parole.